bonsoir mesdames. Ça y est, me revoilà concentrée sur vous. Et puis, je te laisse me présenter, ma chère Marilyn. Alors, rebonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez là, vraiment. Merci d'être au rendez-vous à tous nos samedis soirs pour notre 5 à 7. Alors aujourd'hui, ma complice experte en dépendance qui est devenue une amie au fil du temps, hein, parce que c'est une experte qui vient régulièrement à mon émission de radio, hein, même à l'ancienne station où j'étais, tu venais déjà. Puis là, dans les complices de la divorcée. Puis d'ailleurs, tu fais partie des complices expertes de la divorcée. Donc, tu es notre personne ressource au niveau de tout ce qui est dépendance affective. Fait que ce soir, ça me tentait qu'on parle justement de dépendance parce que dans le groupe privé des complices, je lis beaucoup, je vois beaucoup. Puis ce qui revient beaucoup, c'est je suis pas capable de tourner la page, je suis pas capable de l'oublier, ou j'ai trop peur pour me réengager, j'ai peur d'avoir mal, j'attire toujours le même style d'homme, puis ça finit toujours mal, je suis toujours blessée. Bref, on va en parler, mais là, je dis, il me semble qu'il y a un petit peu de dépendance dans tout ça, là. Fait qu'on va, à l'aide, Pascal. Fait que c'est pour ça que je t'ai invité ce soir, pour que tu viennes nous en parler. Alors, elle est auteure de 3 livres, dont le best-seller sur lequel on s'inspire ce soir, le Syndrome de Tarzan. Fait que si vous n'avez pas lu le Syndrome de Tarzan, je vous le recommande fortement. Le livre aussi gagné au jeu des échecs amoureux. Hein, ça, c'est un autre de ses livres, sont tous excellents. Puis, le petit dernier a gagné La jungle des comportements humains, qui est un petit peu plus pour entreprise, celui-là. C'est celui-là que tu vas me montrer. Il y en a un quatrième qui est séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ah, c'est ça aussi. D'ailleurs, on ça, les filles, il faut faire un choix. Hein? Soit on veut une one night, soit on veut un homme pour la vie. Il faut pas se tromper de direction. Mais sais-tu quoi? C'est pas la même stratégie du tout. On devrait faire un live là-dessus. Les one night, charmer ou séduire. À ta disposition. Yes! C'est noté, hein, les complices, on veut ça, hein, on veut ce live-là aussi. Alors, t'es auteur, je viens de le dire, t'es conférencière, t'es coach aussi. Toi, t'accompagnes les gens à se libérer justement des liens de la dépendance affective. Et t'es au Québec depuis combien de temps, Pascal? T'es au Québec? Depuis 19 ans. 19 ans, c'est ça. Tu viens de quelle région? 19 ans que j'ai été adoptée par le Québec, oui. Ah, ça, les Québécois et Québécois sont tellement extraordinaires qu'on a beaucoup c'est ça, moi, je veux plus retourner. Je veux plus retourner. Là, je suis bien ici, moi. Non, je bouge plus. On a beaucoup de cousins français qui nous adoptent, qui adoptent notre beau pays aussi. Alors, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi? Tu viens de quelle région exactement? Mais en fait, j'étais à Paris avant d'arriver ici et j'ai fêté mes 40 ans ici. Et je croyais être arrivée en terre promise. Je pensais qu'ici, il n'y avait pas de personnes en déséquilibre affectif, ce que j'appelais les fous, moi, en France, puisque j'attirais des fous dans ma vie professionnelle autant que dans ma vie privée. Donc, j'ai vraiment cru, je les avais tous laissés en France et que j'arrivais ici, fêter mes 40 ans et avoir une belle vie, avoir un renouveau et que je serais heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Ben, dis-moi, est-ce que c'est l'amour qui t'a emmené au Québec? Non, pas du tout. L'amour de moi. L'amour de toi? Est-ce que tu voulais comme fuir l'amour de l'Europe pour venir ici au Québec? En fait, c'est un bilan que j'avais fait en France pour me rendre compte que j'avais plus d'avenir là-bas. Et je cherchais un ailleurs parce que je venais du sud de la France, donc je venais de la province. Et puis bon, j'avais fait la province. À 23 ans, je monte à la capitale, comme on dit en France, avec ma petite voiture et à moi la capitale. J'ai 23 ans. Je pense que je peux pas vivre ailleurs qu'à Paris. À l'aube de mes 40 ans, je me rends compte que la France, ça ne marche plus avec moi. Il faut que je relance ma vie. En fait, pourquoi j'ai quitté la France? C'est tout simple. Je me voyais, Marilyn, sur un tapis roulant. Un tapis roulant noir, là, c'est comme les bagages, là. Puis le tapis roulant s'en allait vers la mort, tu sais, là. Et puis tout le setup était fait, c'est-à-dire que j'étais secrétaire de direction chez un grand fast-foodien, on va dire, au siège social. Donc, j'avais un travail de cadre, donc le bon emploi. J'étais divorcée dans une petite ville où tout le monde savait que j'avais divorcé, puis mon mari vivait pas loin avec sa maîtresse qui était devenue sa conjointe. Bref, j'étais dans le milieu des chevaux de course, puisque j'étais jockey dans le début de ma vie. Oui, donc, c'est vrai, tu dis, ça y est, là, j'ai 38 ans, ça y est, tout est réglé.
j'ai plus qu'à attendre la mort, j'ai un bon job, j'attends la retraite dans une petite ville où tout le monde connaît mon histoire. Je détestais mon job qui était un job d'assistante de direction, adjointe à la direction, comme vous dites ici. Je détestais ça, j'arrivais pas à m'en extraire, j'arrivais pas à sortir de ce foutu métier. Et j'ai eu peur d'un seul coup. Je me suis dit, c'est ça, je regarde pousser ma fille. Je reste chez cet employeur jusqu'à la retraite. Après, j'ai la retraite. Et après, je meurs. Ouais. Et ben, d'un seul coup, ça m'a étouffée complètement. Je me suis dit, non, je veux pas ça. Il faut que je relance ma vie. C'était plus fort que moi. Et relancer ma vie, c'était quoi? Quand tu as fait le tour de la province, quand tu as vécu la province et la capitale, il reste pas grand-chose d'autre que le monde entier. Donc, j'ai réfléchi à différentes options. L'Australie m'intéressait pas, les États-Unis non plus. Et le Québec, quelqu'un m'en avait parlé en plus grand bien. Donc, j'ai placé ma fille chez ses grands-parents. J'ai pris l'avion, j'ai passé 10 jours ici. Et j'ai compris que c'est ici que je voulais vivre. Et puis, en étant certaine que j'allais vivre quelque chose de différent, que des patrons fous, il n'y en avait pas. Et puis, je quittais un conjoint de 15 ans de moins que moi. Et oui, les filles, parce que pourquoi je suis une spécialiste, la spécialiste de la dépendance affective, c'est parce que je l'ai vécu. Et surtout, je l'ai vaincu. Et oui, j'ai plongé dedans la tête la première. J'ai vécu tous les épisodes qu'on peut vivre, tomber, tester tous les pièges qu'on peut subir. Donc, je ne juge personne. Je sais parfaitement dans quoi on peut être prisonnier. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait un métier. Et Pascal, est-ce que si on a une tendance dépendance affective, on demeure toujours un peu dépendant affectif? Est-ce que c'est quelque chose que on doit apprivoiser puis voir venir que ça reste à l'intérieur de nous, ou on peut vraiment s'en libérer et dire c'est fini la dépendance affective, ou ça revient au galop, hein, pour une ancienne jockey, peut-être que, tu sais, est-ce que ça revient? Puis, on doit accepter que ça fait partie de nous, qu'on a cette partie-là de dépendance, mais qu'une fois qu'on le sait, on peut repérer les signaux, les pièges pour pas retomber dedans. Bon, c'est bien parce que tu poses 14 questions dans la même. Mais donc... oui, c'est parce que j'en profite tandis que j'ai la parole. Ah, mais là, après, tu t'étonnes qu'on m'arrête plus. Ben oui, tu vas te poser au moins 14 questions dans ta phrase. En fait, là, tu parles de jockey, ça revient au galop. J'ai quand même été piétinée autant par un peloton de chevaux quand j'étais jockey. Je suis tombée que par les hommes. Donc, oui, et puis, mon mari m'avait trouvé sous le sabot d'un cheval, vois-tu. Donc, en fait, la fausse croyance, c'est que on nous dit qu'on est tous des dépendants affectifs. Oui, c'est ça. En quelque part, on l'est tous un peu. Tu sais, quand... Non? Non. OK. Absolument pas. Absolument pas. Il y a une grande majorité, 98% de la population, quand même, sur une échelle de 1 à plus de 10. Attention. C'est comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, de 1 à plus de 10. On peut être entre 1 et 4. Et en fait, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans plusieurs pièges sur lesquels on va revenir. Donc, ceux qui sont entre 1 et 4, ils manquent un petit peu de confiance en eux. Oh, c'est pas grave. Et puis, ils sont avec quelqu'un qui manque un petit peu parce qu'on attire la personne au même niveau que soi. C'est vivable, on est fréquentable entre 1 et 4. 5 et plus, ça se corse. Bref. Donc, 98% de la population, sur une échelle de 1 à plus de 10, n'a pas grandi, tout à fait, n'est pas complètement adulte. Ouais, mais alors, presque tout ce sont ces personnes-là qui vont tomber dans la dépendance, dans les dépendances. On va voir après lesquelles. Néanmoins, l'être humain est un animal de meute. Oui, il est fait pour vivre en société, en famille, en couple, absolument. Mais pas à n'importe quel prix. Mm-hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le choix d'être ermite ne meurt pas instantanément parce qu'il est coupé du monde. Non. On ne meurt pas parce qu'on est coupé des autres. D'ailleurs, il y a les indépendants affectifs aussi qui, eux, se coupent parce qu'ils ont peur, ils ont été broyés. Donc, on n'est pas tous des dépendants affectifs. Qu'est-ce que la différence entre la dépendance et puis l'équilibre? C'est tout simple. En dépendance, on est dans le besoin. Ouais. En équilibre, on est dans le plaisir. Mm-hmm. Donc, si on n'est plus dans le plaisir quelque part, on s'en va quand on est équilibré. Alors que quand on est dépendant, on n'est plus du tout dans le plaisir, mais vraiment plus, mais on reste. OK, fait qu'est-ce qu'on peut guérir ou pas? Bien sûr, mais oui, il suffit de développer la confiance et l'estime, puisque la dépendance affective, c'est une carence affective, comme son nom l'indique, qui prend ses racines dans l'enfance. Okay. Parce que nos parents sont censés, pour développer notre confiance et notre estime, toujours, nous donner reconnaissance, affection et protection. J'appelle ça le RAP. R-A-P, reconnaissance, affection et protection. Si nos parents
nous en donne peu, mal, pas du tout ou trop, on part affecté dans la vie. On a les ailes un peu brisées. Alors, on quitte nos parents, puis en fait, notre confiance qui aurait dû monter, parce qu'une fois qu'on quitte nos parents, s'ils ont été adéquats, reconnaissance, affection, protection, quand on quitte les parents, l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, on se forge. On a déjà une confiance et une estime qui continuent à se muscler. Si on n'a pas eu les parents adéquats, eh bien, la confiance, au lieu de monter, elle descend. Et boum, et boum, et boum, à chaque échec, que ce soit professionnel, social ou privé, boum, 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 on descend. Donc, du coup, eh bien, on va se jeter dans la gueule de prédateurs parce que moins on a confiance en soi, plus on se fait bouffer. Parce que c'est le principe du prédateur, de la lionne qui va attaquer l'antilope à la patte cassée et qui ne va pas s'attaquer à la championne du monde de vitesse. Pourquoi est-ce qu'elle irait s'embêter à courir après l'autre alors qu'elle en a une toute cuite qui lui tombe presque rôtie dans la gueule? C'est-à-dire que quand on manque de confiance, eh bien, on attire les grands prédateurs. C'est quoi de la dépendance affective, Pascal? C'est quoi la dépendance affective? Eh bien, sur la page de couverture de mon livre, on voit un Tarzan agrippé à une liane. Voilà. Donc, il est agrippé à une liane. C'est-à-dire que soit… Il y a un homme puis il y a une femme. Voilà. Alors, il y a une femme qui est agrippée carrément et qui reste statique, agrippée. Et on voit un homme, Tarzan, qui passe d'une liane à l'autre. Donc, les filles, vous me voyez venir, hein. C'est que vous vous agrippez à quelqu'un et dès que ce quelqu'un la liane risque de céder, vous vous agrippez à une autre et puis à une autre et puis à une autre. En fait, comme Tarzan, vous passez d'une liane à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Alors, il y a la personne qui reste agrippée à sa liane toute sa vie, qui est une liane très destructrice, mais qui va y rester agrippée par peur de la solitude, hein, tomber dans le vide, ou on va passer d'une liane à l'autre et on n'a jamais vécu célibataire et du coup, ça devient une terreur d'une liane à l'autre, on a encore plus peur de tomber dans le vide et du coup, on s'agrippe encore plus à la liane et la liane, elle est de pire en pire parce que d'un échec à l'autre, on perd la confiance et on attire des grands prédateurs. Alors, plus on perd la confiance, plus on attire un grand prédateur, ce qui fait que on va de pire en pire. Mais il n'y a pas qu'à des gens qu'on reste agrippé. C'est ça qui est intéressant. On ne reste pas juste agrippé à des gens ou passer d'une personne à l'autre. On peut aussi ne fréquenter personne, ne plus vouloir fréquenter personne ou dans la vie affective ou dans toute la vie. Ça fait trop mal. Comment? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, donc on ne veut plus. Je suis beaucoup mieux toute seule. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Tu sais, ça, c'est vrai, mais c'est un bon réflexe de faire un repli stratégique aussi. C'est un bon réflexe. Donc, ce qui va se produire, c'est que on reste agrippé à une compulsion. Et oui, parce que en fait, par manque de reconnaissance, affection et protection, on a un vide qui s'installe. C'est-à-dire que la croissance affective se bloque, on reste un enfant, le corps grandit, et plus le corps grandit, plus le vide grandit. Et c'est ce vide qu'on essaie de remplir, soit par une autre personne, soit par des compulsions, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, le jeu, la nourriture, le travail, le sport, nommez-les. Après, qu'est-ce qui se produit? On tombe dans les phobies, on tombe dans les tics obsessionnels compulsifs, dépression, burn-out et dans les cas extrêmes, suicide. Donc, l'autre devient votre bouteille d'oxygène. Et quelle que soit la bouteille d'oxygène, vous ne pouvez plus la lâcher parce que vous êtes terrifié. Vous respirez à travers l'autre. Pascal, on a Isabelle qui disait, parce que tu as parlé, tu sais, que dans le fond, la dépendance, souvent, c'était les parents qui devaient, c'est par un manque de confiance et d'estime, quand les parents nous donnent pas, finalement, la reconnaissance, l'affection puis la protection. Puis Isabelle demande si un des deux parents le faisait, mais pas l'autre. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Excellente question, mais ça, c'est le coup je sais pas si tu connais, tu sais, le bon flic, mauvais flic, quand il y a un suspect, il y a un des policiers qui copine avec le suspect et qui fait semblant de protéger le suspect contre le méchant flic. Donc, tu as le gentil qui essaie d'amadouer le suspect, puis le méchant qui attaque le suspect pour que le suspect se livre au gentil flic. Et ben, dans les parents, quand il y a un bon flic et un méchant flic, et ben, c'est ça. C'est-à-dire que il y a un des deux parents qui est bon et souvent, le parent qui est gentil, il est écrasé par l'autre parent. Ça, c'est souvent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmations, là, suivez-moi bien les filles, les programmations. Qu'est-ce qu'une programmation? C'est ça. Votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les gens qui vous ont encadré et les événements qui vous sont arrivés. Et souvent les événements malheureux dans le cas des mauvaises programmations. Et le tout vous a donné une mauvaise perception de vous-même et de la vie. Résultat des courses,
Il faut savoir que de votre conception jusqu'à aujourd'hui, les parents sont pour une grande part, pas uniquement, mais à 90%. Ouais. Et du coup, même si vous avez 10 personnes qui ont été gentilles avec vous dans votre enfance, il y en a une qui a été votre tortionnaire, eh bien, vos mauvaises programmations vont se fonder sur la personne qui était votre tortionnaire. Pour la plus pure et simple raison que l'humain apprend par la souffrance quand il est petit. Quand on vous dit ne mets pas la main sur la plaque chauffante et qu'on la met, qu'est-ce qu'on va se souvenir de l'expérience? Ça a brûlé, c'est parti jusqu'au cerveau. Moi, j'avais mis les doigts dans la prise. J'ai fait qu'une fois. Je veux dire que j'ai prise après, j'ai plus essayé. Mais j'ai mis les doigts dans la prise. Eh ben, je m'en rappelle. C'est monté au cerveau. Les prises, j'y touche plus maintenant. Donc, on apprend par la souffrance. C'est ce qui nous marque le plus. La souffrance marque plus parce que ça nous protège. Ouais. C'est ce qui va nous protéger des dangers. Néanmoins, malheureusement, ça nous programme parce que c'est ce qui émerge. Ça va nous programmer dans le mauvais sens. Ouais. Donc, si on a eu un parent qui était toxique et un autre parent très gentil, ou même, moi j'ai eu mes grands-parents et mon père qui était adorable, il m'aimait, puis j'ai aucun doute là-dessus. C'est simplement ma mère qui était une dominatrice et c'est sur elle que j'ai forgé mes programmations et je l'ai épousée à travers mon premier mari et encore pire avec le deuxième conjoint qui lui ressemblait encore plus. Donc, on va aller chercher les comportements des parents ou la façon dont on a été élevé de 0 à 15 ans, le langage affectif qu'on nous a parlé, eh bien, on va aller le rechercher, le reproduire dans la vie d'adulte. Alors ça s'appelle les programmations, mais c'est ce qui se passe dans le site Internet subliminal, c'est ce que vous dégagez. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, hein, Marilyn, mais personne ne l'a jamais expliqué, ben moi je vous l'explique. Dans vos auras, toute votre histoire y est inscrite. Là, il y a certainement des personnes qui m'ont jamais vu de leur vie. C'est la première fois que vous êtes en contact avec moi, mesdames. Eh bien, demandez-vous juste ce que vous ressentez de moi. Pas ce que vous entendez ou ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et dans ce que vous ressentez, eh bien, c'est les auras, le site Internet subliminal, et votre histoire y est écrite. Donc, si vous êtes dépendant affectif, vous allez attirer un autre dépendant affectif. Si vous êtes équilibré, vous allez repousser le dépendant affectif. Les dépendants affectifs s'attirent. Les personnes équilibrées s'attirent. Mais une personne en déséquilibre qui voudrait s'appuyer sur une personne en équilibre, ça ne marchera pas. La personne déséquilibrée ne veut pas de la personne équilibrée et la personne équilibrée ne veut pas de la personne déséquilibrée. On ne se voit même pas. On ne s'attire pas du tout. Donc, souvenez-vous, la loi de l'attraction, c'est ce qui est inscrit dans vos auras, vos victoires ou vos peurs. Vos peurs, hein, les peurs, ça fait partie de l'enfant intérieur, les peurs, toutes vos peurs, toute votre souffrance, quand vous dégoulinez la souffrance, eh ben, vous dégoulinez le message, je suis une antilope à la patte cassée, c'est, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est sûr que le premier prédateur qui passe par là, boum, il va venir vous croquer, c'est évident. Alors que quand vous affichez une belle confiance en vous et que vous êtes bien avec vous-même, eh ben, vous n'intéressez pas le prédateur. Il va se casser les dents. Il va passer son chemin. Et on se souvient que pour les mêmes carences affectives, manque de reconnaissance, affection et protection, ce qui va affecter la confiance et l'estime, on a deux stratégies de survie différentes. Il y en a un qui va se mettre, ou une, qui va se mettre à tout donner pour acheter l'amour. Mesdames, qui n'a jamais essayé d'acheter l'amour parmi celles qui nous écoutent? On essaie d'acheter l'amour par tous les moyens possibles et imaginables. On est esclave de l'autre, on anticipe ses désirs. On veut tout faire pour qu'il nous aime, mais on n'achète pas l'amour. L'amour, ça s'attire. On s'oublie, on va penser l'autre avant, on va, bon, le servir, tout dédié à l'homme, à la famille, en s'oubliant. C'est un peu ça, hein, acheter l'amour. Moi, je suis plus dure que toi. Je dis, on se prostitue. Moi, là, j'ai prostitué mon corps, j'ai prostitué mon argent et mes valeurs. J'ai tout piétiné. Mes valeurs, je les ai piétinées. Mon corps, je vous en parle même pas. Parce que j'ai eu ma période cougar pour essayer de redorer mon blason après ce que mon mari m'avait fait. Je me suis jetée sur des petits jeunes, pensez-vous. Et puis, tombée dans l'alcool. Deux dépressions, un burn-out. Ah non, mais quand je vous dis, là, les filles, c'est pas moi qui vous jugerai. Moi, mes clients, je les comprends parce que j'ai été ça aussi. Donc, on donne tout. On est esclave, on anticipe sur les moindres désirs, on ferait n'importe quoi pour être aimé, on s'oublie bien sûr, et on est vraiment, je suis votre humble servante. Voilà ce que ça donne. Et alors l'autre, il s'en sert. Ça, pour de la servante, il s'en sert. Parce que de l'autre côté, vous tombez sur la deuxième stratégie, c'est le trou noir affectif. Donc celui qui donne tout, c'est le desperado, qui donne tout désespérément dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, l'amour, c'est le desperado.
Et de l'autre côté, on a le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobent tout et qui ne rendent rien. Eh bien, le trou noir, il prend. Alors vous, mesdames, vous avez donné, bah, le trou noir, il a pris, et reconnaissez que la plupart du temps, il vous a rien demandé. C'est vous qui avez anticipé pour pouvoir l'acheter. Donc lui, il prend, puis quand il a pris l'habitude de prendre, et que ça va pas assez vite, il vous tape sur la tête. Ouais, puis quand c'est fini, pourtant j'ai tout fait, je lui ai tout donné, il a pas vu. Après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle, ben oui, on se dit, si je sauve la belle en détresse ou le beau ténébreux qui souffre, il va m'aimer. C'est le syndrome du sauveur, là, si le moniteur de natation qui va sauver quelqu'un, tu sais, dans les films romantiques, la shabadabada, le beau maître nageur bien musclé qui va sauver la belle jeune fille en détresse, et puis elle est à moitié asphyxiée, puis il lui fait le bouche à bouche, et puis elle ouvre les yeux, ça y est, c'est l'homme de sa vie. Ben oui, c'est ce qu'on fait, mais ça marche pas. Tu sais, Pascal, avec l'affirmation, la question qu'on avait de Isabelle qui disait quand un des deux parents tu sais est le mauvais flic là en fait là elle nous posait plutôt la question sur elle est témoin, probablement qu'elle est séparée, mais elle est témoin que le conjoint est peut-être pas aussi bon parent ou tu sais elle est inquiète pour ses enfants en fait. Est-ce qu'on peut protéger nos enfants de ça pour pas que plus tard il leur arrive une dépendance affective? Alors là, je suis un peu perdue. Protéger nos enfants. Oui, ben, tu sais, en fait, quand tu disais là, dans le rap, là, tu sais, de donner de la reconnaissance. Ça veut dire si ton conjoint est toxique pour tes enfants? N'est pas le bon parent, là. Tu sais, il donne pas ça à ses. Puis elle en est témoin chez ses enfants. Et elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça, pour leur éviter, tu sais, probablement qu'elle les voit déjà des dépendants affectifs à cause de ça, là. Tu sais, quand on parle des blessures, alors qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Dans un cas comme ça, c'est déjà de penser à donner aux enfants reconnaissance, affection et protection, et surtout pas de dire du mal de l'autre parent, hein, que ce soit un homme ou une femme, pas de dire du mal de l'autre parent, mais lui faire comprendre que l'autre parent n'est pas adéquat et qu'il faut pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Ouais. Moi, dans ma deuxième relation, avec celui de 15 ans de moins que moi, il n'était pas adéquat avec ma fille, et du coup, vers la fin, je faisais un petit clin d'œil à ma fille pour lui faire comprendre qu'il fallait pas qu'elle tienne compte de ce qu'il disait. Okay. Et néanmoins, je l'affrontais devant elle. C'est-à-dire que quand je le trouvais injuste, je l'affrontais devant elle, ce qui l'enrageait prodigieusement, bien sûr. Mais la question est très, très pertinente. Et je voulais montrer à ma fille qu'elle pouvait avoir confiance en moi et que c'est pas vrai que j'allais le cautionner dans les bêtises qu'il lui disait ou qu'il faisait. Je le confrontais. Parce que ma fille, j'étais le seul pilier de sa vie. Il n'était pas question qu'elle perde confiance en moi juste parce que j'aurais cautionné quelque chose qui était injuste à mes yeux. Donc, je le contrecarrais. Et puis, vers la fin, je lui faisais un clin d'œil à ma fille. Ça voulait dire laisse tomber, laisse passer au-dessus, ça va te passer au-dessus de la tête ou ça va te glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et c'est comme ça que je l'ai protégée de ses agissements. Néanmoins, si un conjoint est pas adéquat, premièrement, il faut le lui faire remarquer. S'il s'en fout ou s'il dit que c'est pas vrai, eh bien après, il faut créer une complicité avec les enfants. Pas critiquer le conjoint en le traitant d'imbécile, c'est pas ça. Mais en disant, écoute, quand il dit ça, il fait ça, ne l'écoute pas, moi je suis là, regarde-moi. Quand il te dispute, regarde-moi. C'est d'essayer de créer un lien avec l'enfant, une complicité pour essayer de protéger un peu de l'autre. Mais la meilleure solution, c'est plutôt de s'en aller, hein, parce que il y a des parents, père ou mère, qui sont très, très, très destructeurs. Et souvent, il y a des femmes qui laissent faire. Ouais, par la liane, justement, pour rester agrippées à la liane, elles vont sacrifier leurs enfants. Mais abus sexuel, violence, oui, ça va loin. Et ça, c'est de la dépendance. Il n'y a pas à les juger. C'est parce que quand on est terrifié par le vide, on peut sacrifier tout et n'importe quoi. Si on est capable de se prostituer, on est capable de sacrifier ses enfants, on est capable de sacrifier une multitude de choses juste parce qu'on est terrifié. Mais des fois, la personne peut être séparée déjà, puis tu sais, les enfants vont chez le père, puis t'es quand même témoin de ça. Puis, mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que de toute façon, il y a un âge où nos parents, c'est nos modèles. Mais après, quand on grandit, là, on a le choc de dire « Ah, ils étaient pas parfaits, nos enfants. » Fait que si tu as été cohérente dans ton discours, puis montrer la différence entre ton enfant, entre ta parole à toi, ce qui est vrai, ce avec quoi tu es d'accord ou pas d'accord, ben l'enfant, il va le comprendre plus tard aussi, là. Tu sais, il va voir ce qui s'est passé, là. Il pourra pas... il vient qu'il comprend l'enfant, là, aussi, là.
C'est sûr que ce sont des situations très délicates. À partir de là, il faut vraiment créer une connivence, une complicité avec l'enfant, puis lui expliquer que… Moi, je me rappelle de ma fille qui avait 4 ans, et puis elle me dit, mais maman, moi j'ai divorcé, elle avait 2 ans. Ouais. Mais après 15 jours de mariage, j'étais enceinte depuis 15 jours, et puis j'avais plus de mari. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais néanmoins, je mets quand même 2 ans à divorcer, parce que lui, il est réticent. Et puis, ma fille me demande à l'âge de 4 ans pourquoi j'ai divorcé de son papa. Et je lui réponds, eh ben, écoute, ma chérie, c'est parce que, imagine, c'était un prince charmant qui rencontre une princesse charmante, ils se marient, ils ont un bébé, et puis le prince charmant, il rencontre une autre princesse. Alors, à mes amis, je disais une sorcière. Il rencontre une autre princesse, et puis, il tombe amoureux de l'autre princesse, et puis, il va avec l'autre princesse. Voilà. Et là, je demande à ma fille, je lui dis, alors ma chérie, qu'est-ce que tu as compris? Et je pense qu'elle va me répéter la princesse, le prince, machin. Pas du tout. Elle me dit, j'ai compris que tu as dû beaucoup souffrir. Les bras m'en sont tombés parce que c'était pas du tout sous cet aspect que je lui racontais cette histoire. Parce que moi, là, c'était réglé depuis longtemps. Ça faisait 2 ans que j'avais divorcé. Et moi, ça faisait 4 ans dans ma tête que c'était réglé. Donc, il n'y avait plus aucune souffrance. Ouais. Donc, c'est sûr que pour un enfant, il faut lui dire la vérité. Et alors, je lui avais dit, elle me dit, mais pourquoi il est parti avec une autre princesse? Alors, j'ai dit, tu sais, papa, il était un peu perdu. Et elle me répond, alors, sa femme, elle est perdue aussi. Parce qu'elle était devenue sa femme entre-temps. Elle me dit, alors sa femme, elle est perdue aussi. C'est ça, je savais plus trop quoi dire. Mais elle a grandi dans l'histoire réelle. Je lui ai jamais fait passer des vessies pour des lanternes, comme on dit en France. Elle a su que il m'avait trompé, mais c'était pas un drame. Je l'ai pas traité de tous les noms. Je l'ai jamais critiqué. Ouais. Et lui non plus ne m'a jamais critiqué. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. L'autre vous critique et puis ça on peut pas faire grand chose. Mais les enfants, laissez-les vous critiquer. Les enfants un jour vont se rendre compte que c'était pas justifié, et que c'était pas. Que c'est pas beau, c'est pas beau. Donc on restez droites les filles, ne critiquez pas l'autre, dites juste écoute il buvait, écoute il me tapait dessus, puis c'est la raison pour laquelle je suis partie. Écoute j'étais plus heureuse avec, mais surtout n'allez pas dire des méchancetés sur l'ex. Non, parce qu'on fait du mal aux enfants, c'est pas à l'ex qu'on fait du mal. On va se tirer dans le pied. Parce que moi là, vers l'âge de 12 ans, j'ai entendu ma fille dire à quelqu'un, ma maman elle a jamais dit du mal de mon papa. Et waouh, attention à 12 ans, elle s'en était rendue compte. Mais l'autre s'il se gêne pas pour en dire, laissez-le faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'un jour, les enfants vont finir par choisir, parce que ça leur reste dans la tête aussi. Et moi, en coaching, j'ai des clients qui disent, ma mère arrêtait pas de critiquer mon père, et puis elle l'a jamais quitté, et puis elle me confiait tous ses problèmes, pourquoi elle l'a pas quitté? Ouais. Oui, bonne question. Pourquoi elle l'a pas quitté? Et la réponse est par dépendance affective. Donc, ne vous jugez pas, mesdames, si vous avez eu du mal à quitter quelqu'un, ne vous jugez pas. Parce que, tu sais, Marilyn, ma métaphore que j'aime par-dessus tout, c'est que les gens qui disent elle n'arrive pas à partir, ou il n'arrive pas à partir, il la frappe, elle doit aimer les coups, elle le trompe, il doit mettre cocu, et ça me dresse les cheveux sur la tête. Donc moi je leur dis parfait, si je vous emmène en haut du Grand Canyon et je vous mets sur le bord du précipice et je vous dis je vous frappe ou vous sautez dans le vide, vous faites quoi? Et bizarrement la personne répond je vais endurer les coups. C'est ça. Parce que pour la personne qui est en dépendance émotive, parce que c'est émotive, la personne qui est en dépendance émotive, émotivement dépendante d'un autre être humain, en l'occurrence son conjoint, pour elle, quitter l'autre, c'est crever. C'est ça. Ouais. C'est crever. C'est se retrouver sans bouteille d'oxygène à 100 mètres de profondeur ou à 1 kilomètre de profondeur, c'est crever. Voilà la raison pour laquelle c'est très difficile de quitter quelqu'un quand on est en dépendance. Et qu'est-ce que ça veut dire en dépendance? Quand on est un gamin de 6 ans. Parce qu'en fait, vous redevenez une petite fille de 6 ans, malgré votre corps d'adulte. Et là, vous êtes terrifié. Terrifié parce que votre croissance affective ne s'est pas faite, tout simplement. Donc, vous redescendez dans vos chaussures de 6 ans et c'est la terreur complète. Fait que quand je te demande c'est quoi la dépendance affective, finalement, c'est l'enfant qu'on porte dans notre corps, c'est l'enfant blessé qui est là. C'est ça? C'est le manque de confiance et d'estime parce qu'on est un enfant blessé. Les 5 blessures que Lise Bourbeau a mises à jour, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, ces blessures d'enfance suivent. Notre corps grandit. Alors, mesdames, vous pouvez avoir une parfaite confiance en vous dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai des clientes, et puis moi-même, j'étais top dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, le patron que j'avais à l'époque, et lui, je l'ai beaucoup aimé, c'était pas un fou, lui, il était vraiment chouette. Mon patron, à l'époque, est devenu un ami. Quand je me suis retrouvée dans les ennuis avec mon mari,
et quand je divorce, 6 mois après le mariage, très peu de temps après le mariage, je décide de divorcer. Ça s'est fait assez vite. Et il me dit, mais Pascal, je ne comprends pas parce que tu es intelligente, tu es brillante, tu es intuitive. Il suivait toujours mes conseils intuitifs. Si je lui disais, j'étais dans la publicité, si je lui disais que avec ce client-là ne fait pas ça ou fait plutôt ça, il ne se posait aucune question. Il suivait ce que je lui disais. Donc lui, il comprend pas. Il me dit, t'es brillante, t'es intelligente, t'es intuitive, mais qu'est-ce que tu fous avec cet homme-là? Ouais. Moi, Marilyn, j'avais les bras ballants le long du corps et je faisais parce que je reconnaissais ce qu'il disait. Oui, je savais que j'étais brillante et intuitive. Oui, ça, je le savais. Et hypersensible aussi. Donc, je sentais tout. Mais j'ai pas compris comment celui-là, je l'ai pas vu venir. Et je pars donc de cet emploi-là. J'ai une vie abracadabrante. Je pars au Québec. Je détruis ma vie. Je termine de détruire ma vie. Je la reconstruis. J'entame mes études en PNL et j'écris le syndrome de Tarzan. Et là, je lui envoie. Il s'appelle Denis. Et Denis, je lui envoie mon livre en lui disant, voilà, j'ai la réponse à ta question il y a tant d'années. La dépendance affective. Ouais. Et lui, il lit le livre en 2007. Ça lui parle pas tellement parce que lui, il allait bien dans sa vie, donc ça lui parle pas tellement. Mais bon, il me respecte pour le livre que j'ai écrit. Et le livre est devenu un succès. Et progressivement en France, on a commencé à parler de dépendance affective. C'est très récent qu'on en parle. Et là, du coup, ça y est, le syndrome de Tarzan se répand dans tout le monde francophone parce que, je suis depuis 2005 sur le sujet. C'est pour ça que c'est ma niche et que je dis que je suis la spécialiste pour l'avoir traversée et terrassée, mais également parce que je suis coach depuis 2005 et que je dirais mes diplômes, c'est surtout mon expérience. C'est sur les champs de bataille que je les ai acquis. Et puis, post-maître en PNL et d'autres diplômes avec. Mais surtout, il a compris. Et il n'en revenait pas que ce que je décrivais, c'était une réalité pour des milliers de personnes. Ouais. Et c'est devenu populaire. Et maintenant, alors là, tu secoues un réverbère. Il y a 1000 coachs en dépendance affective qui tombent. Allez vers ceux qui vous semblent les plus cohérents. C'est ça la vie. Il en faut pour tous les goûts. Oui. Mais surtout, allez vérifier que la personne qui vous reçoit en dépendance affective ne soit pas agrippée à quelqu'un qui lui convient pas, ou ne soit pas en plein divorce ou Dieu sait quoi. Parce que là, ça va pas être facile pour vous guider vous serez le reflet de ce que la personne est en train de vivre, ça va pas être facile. Moi, c'est régler, c'est gérer tout ça. Et la question est, comment on sait qu'on n'est plus dépendant? Avant ça, j'aurais envie de te demander, tu sais, là, je vois les gens qui nous écoutent, là-dedans, il y a beaucoup de séparés, divorcés qui ont peut-être le cœur en miettes. Fait que jusqu'où c'est normal, tu sais, parce que veux pas une peine d'amour, ça fait mal. Est-ce que ça fait de moi une dépendante affective si je suis blessée puis que l'autre me manque? Comment je sais que je suis une dépendante affective? Pour commencer, une rupture, ça fait toujours mal. C'est comme tomber de cheval. Ça fait mal. Ça fait mal. Sur le coup, c'est quand même un changement de vie, c'est un changement d'habitude parce qu'on est habitué. Hein. Donc, la preuve en est qu'on va être plus attaché à notre chien qu'on voit tous les jours ou notre chat qu'à un parent qui décède et qu'on voyait peu. C'est parce que c'est l'habitude qui va faire la différence. Donc, on est habitué. Même quand la personne vous nuisez, vous humiliez, vous frappez, elle peut vous manquer, il faut quand même le faire, mais c'est ça, c'est les habitudes. Donc, c'est quand, évidemment que ça fait mal. Ça fait mal parce que je vais vous expliquer. D'abord, s'il y a eu rupture, c'est que ça collait pas. Ça, c'est une grande réalité. S'il y a eu un clash, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Parce que les gens qui sont heureux ensemble, ils n'ont jamais entendu parler de moi. Jamais. Puis ils n'entendront jamais parler de moi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait une personne dans votre vie et vous avez tricoté un fantasme autour de cette personne. Ouais. Oui, vous avez tricoté un fantasme. Vous avez voulu que la personne soit comme vous désiriez qu'elle soit. Des fois, elle vous fait croire qu'elle est comme ça au début, puis ça finit mal, mais vous restez là. Vous restez accroché à votre fantasme. Et des fois, elle a jamais été ce que vous auriez voulu qu'elle soit, mais vous l'attendez toujours. Vous essayez toujours de faire en sorte qu'elle soit ce que vous souhaitiez ou vous attendez qu'elle soit ce que vous auriez voulu qu'elle soit. Hein. Donc, c'est toujours le fantasme qu'on a tricoté. Cette personne a 2 jambes pour venir vers vous, 2 bras pour vous enlacer, une bouche pour vous dire je t'aime et vous embrasser, et puis pour vous rendre heureuse, et puis pour être tout ce que vous auriez voulu. Et cet homme ne le fait pas. Mais vous attendez qu'il le fasse. Ou il le fait au début dans la période de séduction, puis il le fait plus, une fois que vous êtes harponné. Le plus dur, c'est pas de faire le deuil de la personne. Hein. Le plus dur, c'est de faire le deuil du fantasme. Ce fantasme que vous avez caressé pendant des fois 30 ans, avec le tout à coup qui changerait, tout à coup qu'il se produirait quelque chose, tout à coup qu'il prendrait conscience, le tout à coup,
Tout à coup, ça fait 30 ans que vous êtes au même endroit et tout à coup que rien du tout. Et si un beau jour, il vous quitte, vous êtes dévasté, mais il vous a fait un beau cadeau. Et si vous avez eu le courage de le quitter, eh bien, je vous félicite. Je vous félicite parce que c'est avec la plus grande terreur que vous avez réussi à poser un geste incroyable. Vous avez sauté dans le vide. Vous avez sauté dans le grand bain sans bouée. Et alors, vous pouvez vous féliciter. Néanmoins, la rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Et souvent, c'est votre déséquilibre affectif qui a fait le casting. Je fais ce geste parce que ce sont les enfants intérieurs, là. Les enfants intérieurs qui se choisissent dans leur déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle le couple finit mal. Mais comment je sais que je suis une dépendante affective? Comment je sais que je suis une dépendante affective, que ma façon de l'aimer, c'est pas normal, c'est comme anormal, tu sais, parce que c'est trop de dépendance. Comment je fais la différence? C'est facile. Les filles, d'abord, demandez-vous si vous vous aimez. Parce que si vous vous aimez, vous savez pourquoi on vous aime, tout simplement. Alors, des fois, on vous dit, il faut s'aimer. Alors, vous vous demandez ce qu'on fait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer? Ça veut dire s'apprécier. Je m'apprécie pour tout ce que je suis. Donc, je comprends qu'on m'apprécie aussi, tout simplement. Donc, si je m'apprécie, je comprends qu'un homme me choisisse. Si je ne m'apprécie pas, je ne comprends pas qu'un homme me choisisse. Donc, je suis certaine que toutes les femmes de la planète sont mes concurrentes. C'est évident. Ou qui va se rendre compte que, à un moment donné, je suis pas ce qu'il croyait, donc je vais donner. Je vais me rendre esclave. Et qu'est-ce qu'on fait aux esclaves? On les méprise. Et plus vous allez vous rendre esclave, plus vous allez être méprisé. Et plus vous allez être méprisé, plus il va être méprisant, plus vous allez vous rabaisser, plus vous allez vous rabaisser, plus il va être méprisant, plus il va être méprisant, plus vous allez vous rabaisser, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Donc voilà, c'est s'aimer soi, c'est s'apprécier. La question que j'aime poser, c'est si vous étiez une personne du sexe opposé, ou peut-être que vous êtes attiré par le même sexe, vous épouseriez-vous là, maintenant, là? Est-ce que vous vous épouseriez? C'est la bonne question. Moi, je m'épouserais tout de suite. D'ailleurs, ça fait 58 ans et demi que je me suis épousée, hein, mais je m'aime beaucoup. Et ce que tu trouvais joli, Marilyn, dans ce que je t'avais dit, c'est moi, on est deux à m'aimer. Mon amoureux et moi. Et mon amoureux, on est deux à l'aimer. Lui et moi. C'est ça qui est important. Ouais. Je sais pourquoi il m'aime. Et il m'aime pour tout ce que je suis, pour l'équation que je suis. Il aime Pascal Piquet. Toute l'équation que je suis, il aime tout de moi. Et c'est là qu'on fait une erreur, c'est quand on n'aime pas tout de quelqu'un et qu'on y va quand même. C'est comme une paire de chaussures, les filles. Est-ce que vous achèteriez une paire de chaussures trop petite? Jamais de la vie. Avec les orteils recroquevillés, même si la paire de chaussures, elle vous plaît, d'accord, vous allez l'acheter, mais vous la mettrez qu'une fois. Après, vous allez la jeter ou la donner. Mais on peut être avec un homme qui il y a des choses qu'on n'aime pas parce qu'il n'est pas parfait, puis moi non plus, là. C'est pas une question d'être parfait. Parfait, imparfait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un défaut? Est-ce qu'un défaut, c'est d'oublier de refermer le tube de dentifrice ou d'oublier de fermer les portes des placards? Moi, j'ai une amie, son mari, il ferme pas les portes des placards. Mais je lui ai dit, tu sais, le jour où les portes des placards, elles resteront toutes fermées, c'est peut-être qu'il sera plus là. Ouais. Alors, depuis, ça la dérange pas qu'il y ait une porte de placard ouverte. Mais c'est quoi un défaut? Pour moi, un défaut, c'est voler, mentir, tuer. Ça, ce sont des défauts. Blessé. À partir de là, il faut aimer tout de la personne. Si on fait impasse sur son physique, ah mais oui, mais c'est une bonne personne. Bien sûr, mais il y en a plein les rues des bonnes personnes, mais c'est pas la bonne personne pour vous. Donc si vous faites impasse sur quoi que ce soit parce que vous vous dites, je vais faire un sacrifice, un compromis ou une concession, et puis comme ça va passer. C'est rentrer la pièce du casse-tête ou elle rentre pas. Et l'amour, c'est pas un casse-tête. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se produit? L'image finale, elle sera jamais ce que vous souhaitiez, parce que la pièce du casse-tête, elle rentrait pas là du tout. Vous l'avez rentrée en forçant. Alors à partir de là, si vous aimez toute la personne, c'est de bon augure. Mais s'il y a des choses que vous n'aimez pas et que vous pensez pouvoir passer par-dessus au début, eh ben vous allez voir que dans quelques années, vous ne le supporterez plus, voire dans quelques mois. Et ça, ce sera votre responsabilité. Parce que s'il y a quelque chose qui vous frustre un petit peu, quand il va commencer à y avoir des disputes, eh ben ça va pas faire que vous frustrez. La petite graine de frustration au milieu du salon, ça va finir comme un gros baobab. Et là, la relation va devenir intenable. Ouais. Donc c'est vraiment de s'aimer soi-même pour comprendre que la personne nous choisit dans notre intégralité. Et nous, on choisit la personne dans son intégralité. Moi, j'aime tout de mon amoureux, il aime tout de moi. J'aurais une baguette magique, je changerais rien. Même pas la distance. Parce qu'on est en longue distance, alors avec la pandémie. mais je changerais rien néanmoins. Rien.
Et quand on est sûr que l'autre nous aime, eh bien, il y a des milliers de femmes plus belles que moi, plus jeunes, avec des plus beaux seins, des plus belles fesses, tout ce que tu veux. Mais je suis tellement sereine parce que je sais que c'est Pascal Piquet qu'il aime et personne d'autre. Ouais. Et quand on a confiance en soi et qu'on s'aime, eh bien, on n'a pas de concurrente sur cette planète. Et si l'homme en regarde une autre, ok, bah c'est parfait. Bah, je pense qu'on n'est plus fait pour être ensemble. Et c'est là que quand on est dans le plaisir ou plus dans le plaisir, on s'en va. Alors que quand on est dans le besoin, on ne s'en va pas. Non, combien de femmes ont dit « Ah ben moi, s'il me trompe, je m'en vais tout de suite. Mais regarde là, elle, ma belle-sœur, là, son mari l'a trompée, elle est restée là. Moi, c'est sûr, il me trompe, je m'en vais. » On verra si ça vous arrive. Oui, c'est ça. On a Pascal, on a France qui dit j'aimerais être en couple, mais j'aime aussi la liberté de m'occuper de moi. En couple, il faut faire des concessions et c'est souvent la femme qui le fait. Je ne suis pas prête à faire des concessions. Un peu, mais pas trop. Est-ce qu'il y a encore de la dépendance là-dedans? Est-ce que c'est une dépendante qui a peur de s'engager parce qu'elle a peur de s'oublier dans le couple? Est-ce que c'est ça qu'on peut lire? Là? Puis c'est sans jugement, là. C'est juste essayer de comprendre. Non, moi, j'y lis plutôt une fausse croyance. OK. Qu'est-ce que tu lis? C'est une fausse croyance, c'est que en couple, on perd sa liberté, c'est archi faux. Quand on est deux personnes équilibrées, on ne perd pas sa liberté. Mais une dépendante peut refuser d'être en amour parce que c'est déjà tellement oublié, ça a tellement été difficile que tu veux pas retomber en amour parce que tu as peur de te perdre, tu as peur de t'oublier à nouveau. En fait, ce qu'on fait, là, ce qu'une dépendante va faire en amour, fait que c'est moins dangereux de rester toute seule que de s'impliquer dans un couple. Oui, bien sûr. Néanmoins, c'est une fausse croyance, je reviens là-dessus, que de penser que quand on est… En fait, aimer, c'est la liberté de choisir à qui on sera fidèle. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, on peut garder nos espaces. On n'est pas obligé d'aller l'un dans l'espace de l'autre. Moi, je dis toujours qu'on a chacun son couloir de natation. Dans la vie, chacun devrait rester dans son couloir de natation, ne laisser personne rentrer dans le couloir et n'aller dans le couloir de personne. À partir du moment où chacun a son espace et son couloir de natation, il y a personne qui empiète sur personne. Évidemment, si vous n'avez vécu qu'avec des hommes qui sont des gros bébés auxquels il faut tout faire, eh ben, je comprends que vous ne vouliez plus d'hommes dans votre vie. Mais songez donc, un homme qui va vous aider à faire le ménage, qui va vous aider à faire la cuisine, un homme qui adore faire la cuisine, vous allez faire la cuisine à deux. En fait, on parle à travers notre chapeau quand on parle comme ça, comme on dit au Québec, parce que comme on a eu l'expérience d'hommes qui étaient des gros bébés complètement assistés, on se dit ah, moi c'est fini les gros bébés assistés là, c'est trop lourd. Mais oui, vous avez raison, c'est trop lourd. Il faut pas un gros bébé assisté, il faut un homme. Oui, mais ça peut être un gros bébé assisté ou une femme qui se donne trop, puis qui est dépendante, puis qui achète l'amour, comme tu le disais. Fait que si dans ma dernière relation, j'ai tellement acheté l'amour, je me suis prostituée, puis que malgré tout, ça a terminé ou c'est fini, puis là, j'ai mal avec moi-même, mais je veux plus ça parce que je sais que je vais encore me perdre, je vais encore trop donner, puis je risque encore de souffrir. Est-ce qu'on est comme pris dans ce piège-là aussi quand on est dépendant? Oui, c'est comme ça qu'on devient une indépendante affective, c'est qu'on a une mauvaise image des hommes. Alors, s'il vous plaît, les femmes, là, mesdames, arrêtez de croire que les hommes sont tous des hommes qui trompent ou des je sais pas quoi. Ne les mettez pas dans le même panier, ne jugez pas le sexe opposé sur ceux que vous avez attirés, hein, parce que c'est vous qui les avez attirés. Ouais. Alors attention, parce qu'un homme équilibré, c'est un homme galant, c'est un homme respectueux, c'est un homme en qui vous pouvez avoir confiance, c'est un homme qui ne pèsera en rien, qui aura son statut, et vous aurez le vôtre. C'est tout un monde de différence. Et mon métier, justement, Marilyn, c'est de permettre à mes clients de switcher d'un monde de dépendance où c'est la foire d'empoigne, je donne, je prends, je donne, je prends, à un monde où les hommes et les femmes se respectent. Et ça, je leur dis en les taquinant, quand tu vas rencontrer l'amour, tu vas avoir la chienne, comme on dit ici en bon québécois, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur parce que tu vas dire « Oh, mais c'est pas possible que… » Non, cet homme-là, il est trop attentionné, trop galant, trop quelque chose et il y a un piège. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, il y a un piège, c'est pas normal. C'est assez logique, parce que quand tu as connu qu'une existence avec des hommes, c'était compliqué, comment tu pourrais penser que c'est simple? Dans Gagner au jeu des échecs amoureux, je sais plus combien il y a de pages, quelque chose comme 280 pages, tout ça pour écrire à la fin, l'amour c'est simple. Voilà ma conclusion. L'amour c'est simple. Donc pour rebondir tout à l'heure sur la dame qui dit mais moi là est-ce qu'on garde sa liberté quand on est en couple, j'ai peur de la perdre? Eh bien,
c'est tellement simple qu'on n'a même pas l'impression d'être brimé. C'est comme une danse, c'est-à-dire que on va chez l'un, chez l'autre, d'un seul coup, naturellement, on se dit, bah, peut-être que ce serait plus pratique qu'on habite les deux sous le même toit. Oui, effectivement. Puis, on aime être ensemble, donc du coup, on trouve tout à fait justifié d'être sous le même toit, si ça nous plaît, ou de pas être sous le même toit si ça nous plaît aussi. Mais tout se fait naturellement. Naturellement. Pascal, moi, la sensation que j'ai eue avec mon amoureux, c'est, je suis allée en Guadeloupe donner des conférences et quand tu rentres dans les eaux de la Guadeloupe, t'as pas un frisson. Tu rentres dans l'eau, elle est tellement chaude, t'as pas un frisson. Tu rentres dans l'eau, puis vraiment, c'est incroyable. Et ben, c'est la sensation que j'ai eue en entrant dans la relation avec mon amoureux, pas un frisson. C'est-à-dire, pas une question, pas un inconfort, rien. J'étais en confiance. En confiance. C'est ça qui est souvent, on a plusieurs filles là, qui argumentent sur la page en disant des hommes équilibrés, est-ce qu'il en reste encore? Puis là, ben, il y en a une, elle dit, ben moi, je doute. Mais il y en a, Mélanie dit, moi, j'en ai rencontré un mec équilibré et là, vous me faites douter, les filles. Mais bien sûr que ça existe. C'est quoi un homme équilibré, Pascal? Mais attendez, on va mettre un point, d'abord, on va souligner un point très, très important. Il n'y a pas besoin d'être parfaitement équilibré ou équilibré pour être heureuse en amour, ok? Pas du tout. Si vous êtes entre 1 et 4, ça va très bien se passer. Entre 1 et 4, on manque un petit peu de confiance, mais c'est pas dramatique. Il y en a un qui gère un peu le couple, mais c'est pas dramatique. C'est agréable. Vous laissez l'autre décider des activités. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse, mais vous le faites en cohérence avec l'autre. C'est pas quelque chose de très grave, hein. Donc, entre 1 et 4, il y a des beaux couples qui sont pas parfaitement équilibrés. On ne demande pas non plus d'être parfaitement équilibré pour être heureux en couple. Mais qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Eh ben, c'est très simple. Enfin, j'enlève le mot équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'une belle relation? Voilà, une belle relation. C'est une relation qui repose sur le crack. Crack, c'est confiance, respect, admiration, complicité. Confiance, j'ai confiance en moi, il a confiance en lui et on a confiance l'un en l'autre. Respect, je me respecte, il se respecte et on se respecte réciproquement. Donc, il n'y a personne qui dit des noms d'oiseaux à l'autre. Il n'y a personne qui hurle sur l'autre. Il n'y a personne qui dénigre l'autre ou qui le frappe. Ouais. Non, on est dans le respect. Ensuite, admiration. Alors, j'ai pas dit aduler, hein, ordonner, maître et je vous obéirai. J'ai pas dit ça. Admirer, être fier de ce qu'est l'autre et qu'il soit fier de vous, tout simplement. Ouais. Être fier, l'admirer pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, être vraiment fier d'être sa conjointe ou son conjoint, ça c'est vraiment important. L'admirer. Et puis le dernier point, c'est la complicité. Alors la complicité, elle repose sur l'historique, parce que mesdames, plus vous aimez un homme, plus vous connaissez un homme, plus vous l'aimez. C'est pareil pour vos enfants, c'est pareil pour vos amis, c'est pareil pour vos collègues de travail. L'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Mais on apprécie les gens, plus on les connaît, plus on les apprécie. Et il y a une complicité qui se développe. Et ça repose aussi la complicité sur le sexe. Parce que quand il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de complicité. Ouais, okay. Donc, quand vous avez ces 4 points réunis, eh bien, on n'a pas besoin d'être parfaitement équilibré. On peut avoir confiance en l'autre comme on a confiance en soi. On peut aussi se respecter l'autre. Ça ne demande pas quand même de faire des tours de force. Et puis, admirer la personne avec laquelle on est, et puis être complice et avoir de belles relations sexuelles. Mesdames, est-ce que ça vous paraît de la science-fiction? C'est quand même abordable, c'est humain, c'est atteignable et réalisable complètement. Voilà ce que c'est qu'une belle relation. Mais tu vois, les filles disent on a tellement l'habitude de rencontrer des comptes, puis souvent ça revient sur les sites de rencontres ou sur les réseaux de rencontres. Tu sais, Puis tu sais, on en a parlé aujourd'hui, tu sais, on se disait, des fois, le gars va écrire passé réglé, cheminé et tout ça, puis dans les faits, c'est pas tout à fait ça, tu sais, fait que c'est sûr qu'on rencontre toutes sortes d'hommes sur les sites de rencontres, mais il y a aussi toutes sortes de femmes, là. Nous, c'est parce que on parle pas avec les femmes sur les sites de rencontres, on parle plutôt avec les hommes, mais est-ce que, tu sais, selon ce que les filles, ils doutent un peu, là, qu'il y a encore des hommes équilibrés. Oui, et bien là-dessus, les filles, c'est pas une question de statistiques et probabilité, parce que comme vous l'avez compris, si 98% de la population est en déséquilibre affectif, il reste que 2%, mais 2% de personnes très équilibrées. Encore une fois, vous pouvez piocher dans entre 1 et 4, ok? C'est pas la fin du monde, ça non plus. Cela dit, si je vous proposais tous ces invités à souper, ça vous ferait cher, n'est-ce pas? Ça ferait un grand restaurant. Donc, c'est pas une question de statistiques et de probabilité.
Si vous croyez en la loi de l'attraction, en le positif, en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, si vous croyez, tout simplement, premièrement, si vous croyez, à partir de là, c'est l'univers qui fait le casting. L'univers est meilleur que Tinder, croyez-moi. Mais, et en même temps, ça dépend de ce qu'on a dans notre Internet GPS. subliminal, exactement. Parce qu'il faut se dire, Donc, tu vois, on en a une il faut que vous soyez prêtes, les filles. Puis tu sais, on en a une, elle dit, moi, j'attire toujours le même genre d'homme. Puis on a Annick qui a dit, moi, je suis toujours attirée vers les hommes non libres. Fait qu'il y a aussi, tu sais, on parlait de responsabilisation aujourd'hui. On a, nous, à être responsable de ce qu'on dégage, de ce qu'on attire, de ce qu'on veut. Et si on y va avec Desperado et Trou Noir, hein, que ces deux, dans le fond, on s'attire. Si tu attires ces gens-là, c'est qu'il y a quelque chose t'as quelque chose en lien avec ça. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé pour toi ou de la dépendance, t'en as aussi. Hein, dans le fond, l'autre est comme notre miroir. Donc, ce qu'on voit chez l'autre, on le porte aussi, là. C'est le miroir inversé, parce que si toi tu es Desperado, tu vas avoir un trou noir en face de toi. Ouais. Si toi le trou noir, il est coupé de ses émotions, donc il n'a pas d'intelligence émotionnelle et il a une incapacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Il ressent rien et il prend tout. C'est l'égocentrique par excellence. Alors et son miroir, ça va être celui qui donne forcément. Mais si on est un Desperado, on donne tout, on attire celui qui prend tout. Parce que quand on dit c'est un miroir, quand on tombe sur quelqu'un qui est vraiment agressif, on se dit mais moi je suis pas agressif, comment ça se fait? Lui il m'agresse et moi je suis pas agressive et on dit que c'est mon miroir. C'est un miroir inversé. C'est-à-dire que celui qui donne attire celui qui prend. Le miroir, il est dans le fait qu'on est deux dépendants affectifs. Et on n'est pas uniquement dépendant affectif d'un conjoint, on peut être dépendant affectif des enfants. Les enfants peuvent remplir le vide aussi. Ce vide, on cherche à le remplir par des compulsions, mais par des humains. Et par des humains, c'est la dépendance émotive. On est dépendant d'un conjoint, mais aussi des enfants qui remplissent le vide, des parents, des amis, de la famille, des collègues de travail, du patron, des inconnus. On est dépendant des inconnus par la peur du jugement. C'est quand même fou. Des likes Facebook. Des likes Facebook, des cœurs Facebook, des amis Facebook, des commentaires sur Facebook. La dépendance, ça va jusque-là aussi. Ah mais carrément, là pendant le confinement, on a vu nos vrais amis. Je taquinais je faisais des coups de boost tous les jours d'une demi-heure pour soutenir le moral des troupes et j'expliquais que moi là mes amis, je prenais un téléphone et je dis il y a des touches dessus, je compose le numéro, je le connais par cœur et je leur parle. C'est pas mes amis Facebook, 683 personnes il y a personne pour déménager. Non, moi là j'ai des amis auxquels j'ai parlé pendant le confinement et puis je connaissais leur numéro par cœur et on avait une relation et nombreux ont été ceux qui se sont rendus compte que personne ne les appelait. Puis justement, on parle de confinement puis tu sais du COVID. Est-ce que la distanciation sociale qui nous est imposée, les mesures de sécurité, d'hygiène, le confinement, l'isolement qu'on a vécu, là on peut commencer un peu à voir des gens à l'extérieur, mais est-ce que ça, de la façon qu'on a réagi à ça, ce qu'on a trouvé difficile peut être un indice pour nous pour savoir si on est dépendant affectif? Un très gros indice. Beaucoup de gens se sont retrouvés en sevrage. Le sevrage du contact des autres, le sevrage de la communication, le sevrage de voir les autres, le sevrage d'être touché. Beaucoup de gens se sont retrouvés en sevrage et ont réalisé qu'effectivement, il y avait un énorme manque. Et ils l'ont compensé par la nourriture, par l'alcool, par toutes sortes, par les séries télévisées, par le téléphone intelligent, par toutes sortes de choses. Parce que oui, en fait, une compulsion, c'est une béquille. Donc, comme on était dans une situation extrême, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il y avait un problème parce qu'elles ont souffert. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Comment a vécu un dépendant affectif le confinement? Au niveau des comportements, qu'est-ce qu'on a pu voir? Ben là, tu dis manger, avoir plus manger, peut-être plus boire. Il y en a qui sont déprimés. C'est quoi les signaux là que je suis une dépendante affective en confinement là? Ben, la souffrance, l'anxiété. Quand tu dis plus boire, tu sais que les SAQ ont fait un chiffre d'affaires supérieur au chiffre d'affaires qu'on peut faire à Noël. Ah non, je sais, très bien aussi. Le bruit a couru que les SAQ allaient fermer et ils se sont retrouvés avec une invasion, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et oui, c'est l'anxiété. La boisson puis le papier de toilette, là, ça a été le truc du confinement. Exactement, ça a été vraiment, on voit ce qui est important aux yeux des gens. C'est ça. Et oui, mais c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est un inconfort et c'est un symptôme que va envoyer le subconscient quand on n'est pas à la bonne place. Donc,
si vous avez fait de l'anxiété, de l'angoisse, eh ben, c'est pas normal. On pouvait être impatient à un moment donné, dire bon, j'en ai marre, je m'ennuie de mes collègues de travail, je voudrais aller travailler. Bon, mais faire de l'anxiété, c'est la raison pour laquelle on se jette sur la nourriture ou sur l'alcool. C'est l'anxiété, c'est pour calmer l'anxiété. On essaie de se réconforter. Okay. C'était un sevrage de beaucoup de choses, la pandémie, hein, par rapport aux relations humaines. Et on sait que l'humain va s'épanouir. Je ne veux pas dire a besoin, parce que besoin et plaisir. L'humain s'épanouit dans des relations sociales, mais dans le contact avec les autres. Cependant, personnellement, je suis confinée toute l'année, puisque, comme tu le sais, je vis à Saint-Jean-de-Matas sur 90 acres, 37 hectares pour l'Europe. Et je vis seule dans ma maison parce que mon amoureux est en longue distance et ma fille est à Montréal. Donc, moi, je vis seule en permanence. Mes clients venaient pour me voir pour 2 jours, pour un coaching sur 2 jours ou pendant une semaine pour les Européens. Mais néanmoins, je suis tout le temps seule en dehors de ça. Et puis, je travaille sur Skype. En fait, ça n'a pas changé grand-chose dans mon cas. Et c'est déjà, pour moi, un sport facilement praticable parce que je n'ai besoin de personne. Ouais. Je suis dans le plaisir avec mes amis. J'invite mes amis tout un week-end. On fait un résumé des épisodes précédents de ce qui s'est passé dans nos vies. Mais la plupart du temps, je suis seule. Je suis bien. Je suis très bien seule. Et j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, pas de journaux. Je vis un peu à l'écart du monde, si on veut. Et surtout, j'ai un environnement extraordinaire et je suis bien seule. Ouais. Tu sais, tantôt, tu sais, et dans ton livre, tu l'expliques, quand le desperado, c'est celui qui donne, le trou noir, c'est celui qui prend. On a Julie qui dit moi, j'ai été un desperado dans mon mariage, puis un trou noir dans mon autre relation. Fait que est-ce qu'on peut se promener d'un à l'autre? Et dans le même couple, est-ce que des fois, on peut être desperado et des fois trou noir? Est-ce que ça s'inverse? Complètement. C'est une bonne question parce que, en fait, quand on dit la fausse croyance, c'est il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, il y en a toujours un qui domine. Ça, c'est une fausse croyance. En dépendance, oui. Chez les gens heureux en couple, je vais enlever le mot équilibré parce que ça peut perturber. Chez les gens heureux en couple, il n'y en a aucun qui domine. Aucun. Dans un couple en déséquilibre affectif, il y en a obligatoirement un qui va dominer. C'est le trou noir. Alors, dans le même couple, oui, on peut alterner parce que… Mais c'est quoi dominer? C'est quoi dominer pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par dominer? Dominer, il y en a un qui est humiliant, qui rabaisse l'autre. On sait qu'il y a 5 violences. Mais des fois, c'est très subtil, dans la violence conjugale, il y a 5 violences. Il y a la violence verbale. Mais la violence verbale, ça peut être aussi… on le sait bien, hein, ton rôti est encore brûlé parce que si tu savais cuisiner, ça passerait à Denis Lévesque. Hein. C'est de la violence. Ouais, c'est ça. Mais cette robe, t'as l'air d'un singe dedans. Hein. C'est très subtil des fois, hein? Mais que t'es bête, c'est de la violence. Donc la violence verbale, la violence physique, psychologique, économique et sexuelle. Alors, le trou noir, comme on est entre femmes ce soir, mais il y a des hommes aussi qui vont regarder la vidéo, je le sais, parce que… on en a des hommes déjà là, qui nous commentent. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, c'est celui qui rabaisse l'autre. Ouais. Celui ou celle qui humilie l'autre et qui le rabaisse. Voilà, c'est celui qui domine. Il écrase l'autre d'une façon ou d'une autre. Okay. Ça, c'est le trou noir affectif. Alors, dans la dépendance affective, il y a une samba. Moi, j'appelle ça la samba des névrosés. C'est une danse. C'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Okay. C'est-à-dire que, en fait, quand le desperado en a assez du trou noir affectif, qu'est-ce qu'il fait? Il en a marre. Il dit, moi, c'est fini, je m'en vais. Et quand en fait, il envoie le message qu'il s'en va, celui-là se sent en apnée. Alors, il lui court après. Et comme il lui court après, celui-là, il sent qu'il a le dessus. Et boum, c'est lui qui prend le dessus. Et après, pour d'autres raisons, boum, ça s'inverse. Après, pour d'autres raisons, boum. Alors, il y a certains couples, je coach des couples où ça s'est alterné. Et puis, des fois, il y a des couples où il y en a un qui est très marqué et les deux le reconnaissent, se reconnaissent dans les rôles. Il y en a un très marqué desperado, l'autre très marqué trou noir. Et souvent, dans des couples, quand ils viennent les deux, c'est qu'ils ont remarqué qu'ils alternaient. Parce que ça dépend des circonstances. Vous pouvez dominer l'autre dans certaines circonstances, dans d'autres, c'est l'autre qui vous domine et on n'arrête pas. Et aussi, on peut se dire, j'en ai marre des hommes qui me dominent, les prochains, ils vont payer, et boum, on se met à les dominer.
Fait qu'on on devient un trou noir avec les prochains. Voilà, on est trou noir affectif dans la relation suivante, alors que dans la précédente, on était desperado. Mais le plus fort, la bonne question, c'est, mesdames, messieurs, que se passe-t-il quand deux desperados se rencontrent? Oui, ça arrive. Quand deux trous noirs se rencontrent, ça c'est intéressant. Eh bien, quand deux desperados se rencontrent, il y en a forcément un des deux qui devient trou noir. Okay. Et quand deux trous noirs se rencontrent, il y en a forcément un des deux qui devient desperado. Okay. J'étais dans ma première partie de vie affective un magnifique trou noir affectif. C'est pour ça que je vais faire juste un petit aparté là-dessus. Les pervers narcissiques manipulateurs, moi, j'y crois pas. Il n'y a rien de pervers, ni de narcissique, ni de manipulateur chez le trou noir, parce que sinon, le desperado l'est aussi. Donc, pour moi, là, ce sont juste des trous noirs affectifs qui prennent et les autres qui donnent. Voilà. Donc, c'est pas, faut pas se perdre dans le narcissique pervers manipulateur. Plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue. Puis pourtant, c'est un terme qui est beaucoup, beaucoup employé là, en ce moment-là. Oui, ben, c'est un joli terme pour se dédouaner, pour se déresponsabiliser du fait qu'on a attiré le prédateur. C'est pour ça que je m'inscris en faux par rapport à ça. C'est un trou noir affectif qui est habitué à prendre et puis ben, vous donnez. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est ça. Eh ben, moi, j'étais un magnifique trou noir, une perverse narcissique manipulatrice dans la première partie de ma vie affective. Eh ben, c'est pas vrai. Je me rendais même pas compte de ce que je faisais. Je me rendais même pas compte que je faisais souffrir les hommes. J'y réfléchissais même pas. Je passais dans leur vie, je voulais pas m'engager. Pour moi, ils voulaient du sexe, je leur en donnais. Petit déjeuner pas compris, je partais au milieu de la nuit parce que je voyais pas. Et eux me disaient, mais pourquoi t'es pas resté le matin pour faire un câlin? Hein? Je ne comprenais pas, Marilyn, ce qu'ils me demandaient. Un quoi? Un câlin? Mais non, on fait du sexe, et puis moi, je rentre chez moi. Je comprenais pas. Parce que bah, j'avais une enfance où j'avais pas été touchée. Pour moi, wow. Je ne ressentais rien. Pour moi, c'était juste du plaisir pour le plaisir. C'est tout. Et après, je rentrais chez moi. Et je revenais rarement sur les lieux du crime. J'avais des one night ou alors des amitiés avec compensation, mais c'était des vraies amitiés. C'était des hommes avec lesquels je m'entendais bien et parfois on batifolait, parfois non, mais c'était des vraies amitiés. C'était pas juste que du sexe. Une relation où il y a que du sexe, c'était pas ça. Mais je me rendais pas compte que je faisais souffrir, moi. Jamais je me suis rendu compte que je faisais souffrir qui que ce soit jusqu'à ce que je tombe sur mon mari. Et lui, plus trop non affectif que moi. Quand je vous dis qu'on est au même niveau, c'est une réalité, on est au même niveau de déséquilibre. Mais moi, je suis tombée dans le desperado parce que lui, j'ai voulu le sauver. Les autres étaient vraisemblablement pas assez névrosés pour moi, mais lui, là, je me suis dit, je vais le sauver. Lui, il souffrait. Lui, c'était le beau ténébreux qui souffre, je vais le sauver. Donc, les belles en détresse et les beaux ténébreux qui souffrent, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. C'est pas votre métier, du tout. Donc, la personne souffre, partez en courant. Ça, c'est clair. Si vous vous y accrochez, vous avez un problème de dépendance. Tu me demandais comment on reconnaît la dépendance? Eh ben voilà. Donc, j'étais trou noir affectif. Je suis tombée sur un plus trou noir que moi. Je suis tombée desperado. Et le deuxième était encore pire que le premier. Je suis aussi tombée desperado. Mais, Marilyn, il faut que je dise quand même que je les remercie. Je remercie ces deux hommes-là parce qu'ils m'ont reconnecté à mes émotions. Mon parcours de vie, de l'enfance, adolescence et jeune adulte avait fait que je m'étais coupée de mes émotions parce que ça faisait trop mal. Ouais. Et du coup, j'ai galopé encore une fois dans le lit des hommes sans avoir aucune considération pour eux. J'étais pas méchante, hein, mais bon, j'avais du sexe et salut. Rien d'autre. Je me demandais même pas si bon sexe. Hein, j'y pensais pas. Et puis ils m'ont reconnecté à mes émotions parce que je me suis remise à souffrir. Et quand j'ai souffert, je me suis reconnectée à mes émotions. Et là, je me suis dit, ouh, ça fait mal ça. Et à la deuxième couche que je me suis fait repasser par le deuxième, donc un mari de 10 ans de plus, un deuxième conjoint de 15 ans de moins. Et là, j'ai arrêté la collection quand je me suis retrouvée à genoux par terre, toute ma vie démolie. J'ai fait le bilan. C'est ce que je vous encourage à faire, mesdames et messieurs. J'ai fait le bilan de ma vie pour me rendre compte de ce qui s'était passé. Je veux qu'on revienne au sexe, mais avant ça, j'ai Mélanie qui dit, est-ce que ça se peut qu'il n'y ait ni de trou noir, ni de desperado? Oui, bah c'est un beau couple. C'est un couple normal, bien sûr. Dans un couple normal, j'aime cette question parce que en fait, je veux détruire la fausse croyance de l'amour inconditionnel. Arrêtez avec votre amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire aimer n'importe qui, n'importe comment. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire donner et recevoir de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, je ne te donne pas pour recevoir. Ouais.
je donne et je reçois de façon équivalente. Sans élastique, là, avec l'attente de ravoir. Exact, c'est je te donne tout parce que j'attends quelque chose en retour. Je donne pour recevoir. Non, c'est donner et recevoir et non pas donner pour recevoir. Parce qu'un desperado qui est pas comblé, il peut devenir très violent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et puis il peut te sauter à la figure. Ouais. Parce qu'au passage, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai failli tuer mes 2 conjoints. C'est pas une métaphore. Je leur ai sauté à la figure. Le premier, j'ai bien cru que je l'avais tué, et le deuxième, j'ai fait ce qu'il fallait avant de le tuer. Mais je vivais de la violence conjugale, on se tapait dessus, et c'est moi qui attaquais. À bout de ressources, parce que dans la dépendance affective, il y en a un qui parle russe et l'autre chinois. Comment voulez-vous qu'on se comprenne? Il y en a un qui parle de donner, l'autre qui parle de prendre. À un moment donné, ça finit mal. Et puis, soit il y en a un qui se laisse écraser, soit on s'affronte. Donc moi, je leur sautais dessus et eux, ils me rendaient les coups. Ben, c'était normal. C'est normal qu'ils se défendent, mais néanmoins, ça s'appelle pas un couple. On communique pas en se tapant dessus, ni en se criant dessus. C'est pas vrai. La dispute ne fait pas partie du couple. C'est pas vrai. C'est de la violence. Et je parle pas du oh, tu m'agaces. Quand on est fatigué, on a la mèche courte, et après on dit oh, excuse-moi, j'avais pas te parler comme ça, ou quelque chose d'anodin, mais on a un peu haussé le ton, on dit oh, écoute, excuse-moi. On a le droit d'avoir un petit mouvement d'humeur, mais pas de se traiter de tous les noms. Avoir un petit mouvement d'humeur et puis dire oh, excuse-moi, j'avais pas te parler comme ça, ou je me suis un peu énervée. On est des humains, hein, on n'est pas des Aum, là, on n'est pas le Dalai Lama. Et puis le Dalai Lama, il n'est pas confronté à des conjoints, à des enfants, à chercher un travail, payer ses factures et tout ça. Hein. Donc, on est humain. On a Claude Quirion qui nous salue, puis il demande l'autonomie affective. Il aimerait que tu parles un petit peu de l'autonomie affective. L'autonomie affective, on revient aux mêmes choses. C'est de s'aimer et de prendre soin de soi avant de prendre soin de quelqu'un d'autre et d'aimer quelqu'un d'autre. Donc, l'autonomie affective, c'est d'être dans le plaisir. C'est-à-dire que je suis, en fait, quand je travaille en coaching, c'est résumé à ceci, Marilyn. C'est ami, ennemi, confort, inconfort. Ami, c'est 1 + 1 = 2. Tout simplement. Ouais. Ennemi, c'est 1 - 1 = 0. Donc, si je fréquente quelqu'un de toxique, ça fait 1 - 1 = 0. Si je fréquente quelqu'un d'agréable, c'est 1 + 1 = 2. Ouais. Donc, ami, ennemi, confort, inconfort. 1 + 1 = 2, je suis dans le confort, tout simplement. Je suis dans le bon couple, que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit social. J'ai un plaisir immense, 1 + 1 = 2, c'est magnifique. Et je suis dans le confort. Ennemi, 1 - 1 = 0. Vous pouvez contourner le problème dans tous les sens. 1 - 1 = 0. Donc, 1 - 1 = 0, je m'en éloigne. Ouais. Parce que je suis dans l'inconfort. Donc, mesdames, si vous êtes séparées, vous avez peut-être vécu, ou probablement, avec un homme -1, ça faisait 1 - 1 = 0, et dans l'inconfort. Parce que aimer, c'est être heureux, c'est pas souffrir. Donc, à partir du moment où il y a souffrance, il y a un problème qu'il faut immédiatement analyser pour voir s'il n'y a pas de dépendance. Pour répondre à la question de Claude, eh bien, l'autonomie, c'est de savoir que je n'ai pas besoin de l'autre. Je fonctionne très bien sans lui, j'ai plaisir à être avec lui, et de savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis capable de débarquer. Comment on fait? Comment on y arrive à l'autonomie affective? Tu sais, c'est toujours la même chose, c'est avec la confiance et l'estime. Tous les problèmes des êtres humains reposent sur un manque de confiance et d'estime. Nomme-moi n'importe quel problème, n'importe lequel. Problème au travail, manque de confiance. Pas d'amis, manque de confiance. Mauvais couple, échec amoureux, manque de confiance. Problème de carrière professionnelle, manque de confiance. C'est toujours un manque de confiance et d'estime. À l'inverse, tu penses bien que quand je me suis retrouvée à genoux par terre en février 2002 et que toute ma vie était écroulée, j'étais dans un pays que je connaissais pas, plus d'argent, des dettes par-dessus la tête, plus de conjoints partis entre 2 policiers, un pays que je connais pas, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, plus rien. Il n'y a rien qui tient debout, même pas moi. Eh bien, on s'entend que tous mes problèmes reposaient sur la confiance et l'estime. Tous mes problèmes, tous. J'avais tout perdu. Je savais même plus qui j'étais. Je savais même plus ce que je voulais faire dans la vie. Je savais plus où j'étais. Je savais plus par quoi commencer. Et j'étais à genoux par terre, incapable de respirer. La chose qu'on fait naturellement sans y penser, je n'en étais plus capable. Anxiété généralisée. C'est là mon corps m'a mise en breakdown, shutdown, parce que ça suffisait. Mais André, il s'est dit, elle, on va la mettre à genoux par terre. On n'en fera rien sinon. Je me suis retrouvée vraiment épuisée à genoux.
Alors, quand on développe la confiance et l'estime, on s'entend que le monde est à nous. Parce qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut. Et on n'endure pas les moins un. Ouais. On est capable de repousser les gens qui rentrent dans notre couloir de natation. L'autonomie affective, c'est d'être bien avec soi-même, qu'on soit en couple ou pas, d'être heureux par soi-même et d'être parfaitement capable d'éloigner les moins un. Et ça demande de la confiance en soi pour éloigner les moins un. Comment on la bâtit ou notre confiance en soi? Alors là, c'est un grand débat. Là, c'est là que j'interviens. Certaines personnes vont la rebâtir simplement en lisant des livres sur comment construire sa confiance en soi ou son estime. Si on est à 5 et plus, la plupart des gens vont avoir besoin d'aide. Moi, je l'ai reconstruit toute seule. Ça m'a pris très, très longtemps. Ça m'a pris de l'âge de 40 ans jusqu'à en 2002, je suis à genoux par terre. En 2005, j'ai compris beaucoup de choses. 2007, je publie le syndrome de Tarzan. Et après, on continue de se muscler. La confiance, c'est un muscle. Hein. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Alors, c'est là qu'on fait la différence entre la confiance et l'estime. L'estime, c'est être. Je suis quelqu'un de bien. Donc, j'ai une belle estime de moi. L'estime, c'est 0 ou 10. Si c'est 0, c'est voler, tuer, mentir, j'ai l'habitude. Les prisons en sont pleines de gens qui prennent ça pour un tout inclus et qui y vont souvent parce qu'ils n'ont aucune valeur, ils ne respectent aucune valeur. Ouais. Aucune. On leur a pas inculqué. Je suis à 10, si je suis quelqu'un de bien, j'ai des belles valeurs, même si je les ai piétinées. Quand j'ai manqué de tuer mon mari, ou je me roulais dans les lits de petits jeunes entre 18 et 25 ans, où je buvais, ou tout ce que tu veux, j'avais quand même des belles valeurs, je savais que je les piétinais. Ça veut dire que j'en avais des belles valeurs. J'étais malgré tout quelqu'un de bien. Ouais. Mais je me laissais piétiner autant que je piétinais. Bon. Et puis donc, je suis quelqu'un de bien. L'estime, c'est être. Je suis quelqu'un de bien. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous vous posez des questions. Les pas quelqu'un de bien, ils se posent aucune question. Ils sont en train de voler quelqu'un ou ils sont en train de faire, de broyer quelqu'un. Enfin, ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Ils se posent aucune question. Ouais. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Ça, là, c'est une évidence. Votre estime, elle est bonne. La confiance, c'est faire ce que vous êtes capable de faire. Ouais. Et là, il y a deux vitesses. Il y a la vitesse professionnelle, ce que vous êtes capable de faire dans votre vie professionnelle, ce que vous êtes capable de faire dans votre vie privée, voire sociale. Ouais. Les personnes avec une vie professionnelle, où ils sont très adultes, avec une vie professionnelle, une carrière très florissante, et une vie privée d'échec en échec, ou une belle vie privée, mais une carrière professionnelle qui est catastrophique. Ouais, ça dépend qui est aux commandes, l'enfant intérieur ou l'adulte, parce que on retombe dans les chaussures d'enfant ou on remonte dans les chaussures d'adulte, suivant ce qui se passe à l'extérieur de nous, suivant les stimuli externes. Est-ce que des fois, c'est au niveau émotionnel qu'on redevient l'enfant? Puis, est-ce qu'on peut avoir un conjoint qui nous fait particulièrement redevenir l'enfant? Tu sais, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des styles de personnes avec nous, parce que supposons qu'ils ressemblent à notre père, qu'on a d'ailleurs probablement choisi à cause de ça, mais où on va le vivre avec un patron, tu sais, le patron, mon Dieu, tu sais, t'as comme l'impression que t'es encore l'enfant quand lui est là, ou avec un style de personne particulier, là, autant féminin que masculin. Mais en fait, je rebondis encore sur la question de Claude parce que ça me revient en mémoire, c'est que les 5 blessures dont on parlait, l'autonomie affective, c'est de ne plus avoir aucune des blessures, les 5. Je les rappelle, rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison. Quand tu es adulte, tu n'as plus ces cordes sensibles sur lesquelles les gens jouent de l'art. Ding, 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 ding. Tu ne les as plus. Donc, l'autonomie affective fait que tu ne laisses personne t'humilier. Et effectivement, si ton patron a les mêmes comportements que ton père, tu vas retomber dans tes chaussures d'enfant. Si ton conjoint ou ta conjointe a dit les mêmes choses, te traite d'idiote ou d'idiot, comme le faisaient tes parents, tu retombes dans tes chaussures d'enfant, bien sûr, parce que ta mémoire te ramène à une situation identique qui était dans ton enfance. Ouais. Et boum, tu fais un retour en arrière, mais tu rajeunis pas là. C'est pas pour rajeunir, c'est pour te retrouver incapable, en incapacité de faire face à la situation. Alors, l'autonomie affective, c'est ça. Je suis parfaitement adulte dans toutes les sphères de ma vie. Et je n'ai plus aucune blessure. J'ai réglé mon passé. Régler mon passé. Moi, là-dessus, par exemple, j'ai un doute qu'on puisse régler notre passé de A à Z. Parce que moi, je calcule que l'humain est comme une plure d'oignon. Puis justement, les peines d'amour réveillent de nombreuses blessures en arrière que
que des fois tu croyais avoir guéri, puis qu'ils là, ils reviennent avec cette douleur-là, ils reviennent avec cette... Tu croyais avoir guéri, mais tu les as mis sous le tapis et tu as laissé passer le temps. Mais les blessures se règlent. Comment on sait qu'on a réglé une blessure? C'est très simple. On est capable d'évoquer une situation souffrante sans avoir la moindre émotion. Oui, je suis d'accord. Je peux dire, là, je suis célibataire, j'ai plus de souffrance, je suis bien avec moi. Là, je rencontre quelqu'un, je retombe en couple, paf! Là, elle sort comme du popcorn, là, parce que je revis des choses. Fait que j'ai comme, tu sais, on peut comme anesthésier pour une période, on se croit guéri, la tête sortie de l'eau, mais le vrai stage, c'est quand on va recommencer, qu'on va être en couple, savoir que je peux garder mon allée de natation, comme tu le disais, pas retomber dans les patterns, pas revenir dans tout ça. Comment on fait pour savoir que, ah oui, là, je suis vraiment définitivement guérie, autre que d'aller l'essayer? Ben, d'abord, je reviens sur cette question-là, c'est que quand tu es capable d'évoquer ton ex avec… En fait, comment tu sais que tes blessures sont guéries? C'est quand tu ne reviens plus dans le passé. À aucune occasion, une émotion négative te ramène au pied de tes bourreaux. Donc, tu es en paix avec toutes les personnes de ton passé, avec toutes. Il n'y a aucune émotion négative, il n'y a aucun sentiment négatif nourri à l'égard des personnes du passé. Ça, c'est très important. Ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'en développant ta confiance et ton estime, et en ayant compris pourquoi les autres ont agi comme ça, et en étant passé par-dessus tout ça, parce que tu comprends qu'ils étaient dépendants toi aussi, ok, match nul, balle au centre, maintenant moi je sors de cet environnement-là, je veux aller vers le monde de gens équilibrés, eh bien, tu élimines ces émotions négatives, tu es en paix, et tu regardes le présent et le futur. Tu développes ta confiance et ton estime, et ensuite, c'est vrai que ce n'est qu'en te confrontant à nouveau un couple que tu sauras si tu as réglé ou pas. Okay. C'est évident. C'est à ce moment-là que tu vas savoir si les blessures sont réglées, mais déjà en le sachant parce que tu n'as plus d'émotion quand tu y penses. Il faut savoir que moi, je voulais tuer mon mari et sa maîtresse et c'était pas une métaphore. Je voulais vraiment physiquement les tuer. C'était horrible. J'ai fait l'art martial le plus violent j'ai canalisé la colère, mais je l'ai pas réglée parce qu'elle est revenue avec le deuxième conjoint où j'ai fait le tuer aussi. Okay. Donc j'ai canalisé, j'ai enlevé les anxiogènes du milieu et j'en ai retrouvé un pire qu'eux et j'ai recommencé à être violente. Aujourd'hui, j'ai appris qui était Pascal Piquet en couple, ça fait 6 ans et demi maintenant. J'ai appris qui était Pascal Piquet, la nouvelle version de Pascal Piquet en couple, bien sûr. Il n'y a que là qu'on peut savoir si on est en paix ou pas. Et si on est en paix dans le couple parce qu'on est capable de se parler, parce qu'on s'aime, c'est une relation gagnant-gagnant où on communique. Donc, on va l'un vers l'autre et on va dans les chaussures de l'autre pour dire « Oh, pourquoi t'aimes pas ça? Pourquoi ?» On va travailler à faire en sorte que le modus vivendi ou le modus operandi fonctionne entre nous et non pas se tirailler comme des gamins, tirer la couverture vers soi ou la corde parce que j'ai raison, non t'as raison, d'accord c'est toi qui as raison. C'est pas une lutte permanente. C'est une collaboration. Qu'est-ce que tu recommandes à une complice qui est dans un nouveau couple puis que oups elle a encore elle sent que oups, elle va être en train de s'oublier ou qu'elle tente à revenir dans les vieilles bottines, tu sais, qu'est-ce que tu lui recommandes? Elle en est consciente. Fait que là, c'est soit qu'elle peut changer tout de suite sa façon de faire ou tu lui dis « Oh non, t'es pas prête, ma fille, retombe célibataire puis va continuer à guérir tes blessures. » Non, on va travailler. Ben, ça veut dire qu'elle a pas travaillé. Mais tu sais, le desperado, il le sait tout de suite. S'il est tombé sur quelqu'un qui va bien, on enlève le mot équilibré. S'il est tombé sur quelqu'un qui va bien, le quelqu'un qui va bien va lui dire « Tu m'étouffes. Ouais. Tu m'étouffes. Parce que la personne se met à son service et l'autre a pas besoin qu'on se mette à son service. Et va dire « Tu m'étouffes. Arrête. Tu m'étouffes, tu me téléphones 3 fois par jour, tu m'envoies un millier de textos, tu veux toujours tout faire pour moi, tu m'étouffes. » Et ça, les clients viennent me voir en me disant « Bon, ben, je suis en train d'étouffer mon conjoint ou ma conjointe, il me l'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire parce que je pense que je vais le perdre. » Oui, il va le perdre, c'est sûr. Alors, à ce moment-là, il faut travailler la confiance et l'estime, bien évidemment. Et on peut remettre à niveau. Parce que avec la PNL, on va vite quand même. C'est pas 10 ans de thérapie ou de psychanalyse, hein. Non. Les thérapies brèves, le coaching en PNL, on va vite. C'est quelque chose qui est efficace rapidement. C'est pas du tout non plus quelque chose qui est très très lent. Et souvent, mes clients viennent me voir en me disant, je suis en train de perdre mon conjoint ou ma conjointe parce que, eh bien, avec les autres j'étais comme ça, puis avec lui je l'étouffe, je sens que je vais le perdre aussi. Alors on peut redresser la barre, bien sûr. Ouais. Et oui.
Tu sais, on parlait de sevrage. Tantôt, tu disais que le confinement nous a fait faire un sevrage accéléré, là. Quand on parle à des séparés divorcés, là, évidemment, dans notre clientèle, donc, il y a automatiquement un sevrage de l'autre, hein, qui est à faire quand tu as une rupture. Et, Oui. et ce que je vois beaucoup à travers les complices, c'est que rapidement, on veut pas ce vide-là, puis on se dépêche de rencontrer quelqu'un où on va justement aller chercher beaucoup de sexualité ici et là. Puis, et là, c'est là souvent que je vois les femmes se blesser sur les sites de rencontres parce qu'elles sont pas guéries, elles sont pas prêtes. Puis là, ben, elles attirent évidemment soit des trous noirs, des desperados, là, puis tu sais, des névrosés, comme toi tu les appelles, là. Puis elles se font mal plus qu'autre chose. Au niveau de la relation sexuelle, tu sais, parce qu'il y a le besoin physique, puis il y a le besoin émotionnel. Comment tu distingues ça, toi? Parce que je sais qu'il y a 3 façons pour toi, là, au niveau de la sexualité, ce que tu expliques, là. C'est là que je veux t'emmener, là, pour que tu nous expliques ta façon d'en parler. Oui, il y a 3 vitesses dans le sexe. D'abord, le sevrage, ça fait très mal. Oui. Ça fait très, très mal. Ça fait mal dans le corps, autant que se sevrer de drogue ou d'alcool, ça fait mal dans le corps. C'est quelque chose de très difficile à traverser, mais il faut le traverser. Il faut le traverser parce que ce sevrage violent et douloureux, il est relié à la dépendance. Il est relié au manque parce que l'autre était votre bouteille d'oxygène. Ouais. La différence entre une personne équilibrée qui rompt et une personne déséquilibrée, c'est que la personne équilibrée, elle va faire son deuil beaucoup plus vite en regardant devant elle. La personne en déséquilibre, elle regarde derrière elle, elle est dans la nostalgie et dans le pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi, et ça fait encore plus mal. Et là, ça lui arrache les tripes. Ça, c'est évident. Et évidemment, on se dit, je suis en manque, donc il faut que je trouve de la drogue. Alors, on va essayer de retrouver du sexe en se disant, un clou chasse l'autre. Un mauvais clou chasse un mauvais clou. C'est sûr que si vous sortez d'une rupture, vous êtes sanguignolante, vous êtes l'antilope à la patte cassée, vous allez attirer un prédateur. C'est comme Rocky qui vient de se faire démolir par le Russe et qui remonterait sur le ring, il se referait démolir, il tomberait du ring, on le rejetterait sur le ring, il se referait démolir, il redescendrait du ring. Vous imaginez dans quel état il finirait, le pauvre. Donc ça, vous allez vous fracasser, c'est sûr, et vous allez tomber dans ce que j'appelle la baise. Alors les 3 vitesses en sexe, c'est baiser, faire la sensualité et faire l'amour. Je suis quelqu'un de prude dans le vocabulaire, mais j'ai jamais trouvé un autre mot que baiser. Parce que, en fait, baiser, c'est nourrir sa propre névrose et nourrir la névrose de l'autre et réciproquement. La névrose, c'est un trouble du comportement. La dépendance affective est un trouble du comportement. Donc, c'est pour ça qu'on dit les névrosés. Alors, à partir de là, eh bien, vous êtes en manque. Qu'est-ce que vous allez faire, mesdames? Vous allez attirer le mâle de n'importe quelle façon, avec un décolleté jusqu'au nombril et une jupe qui ressemble à une ceinture. Vous allez aller dans un 5 à 7 et puis vous allez attirer l'homme et puis en lui montrant, il va découvrir ce que vous découvrez. Vous lui envoyez un message de sexe, il va le recevoir. Il va rentrer avec vous à la maison. Il va être à la hauteur de ce que vous lui avez demandé, de ce qu'il a compris que vous lui demandiez, et puis il va s'en aller. Ça, c'est baiser. Et puis, dans la baise, il y en a très souvent une qui est… Et qu'est-ce qui se passe avec la dépendante affective si il s'en va, là, justement, puis il a eu ce qu'il voulait, puis Bien sûr. mais elle est comment, la dépendante affective? Elle se fait mal? Parce qu'elle avait des attentes. Elle a cru qu'elle allait appâter l'homme en montrant ses atouts. Ah ben, elle l'a appâté, oui. Ah ben, ça, pour l'appâter, elle l'a appâté pour une nuit. Ouais, c'est ça. Et bien, bien sûr, c'est sûr qu'elle a envoyé un mauvais message. Et puis, et en plus, le pire là-dedans, c'est qu'elle n'aura même pas eu du sexe comme elle voulait, parce que ce que veut la femme après le sexe, donc c'est de la prostitution. Hein. Elle s'est prostituée. Moi, je l'ai fait avec les petits jeunes entre 18 et 25 ans. Je me suis prostituée parce que je voulais pas du sexe. Je voulais pas du sexe. Du sexe, je pouvais en avoir comme je voulais, mais j'avais la sensation que si j'arrivais à séduire des plus jeunes que moi, quand j'avais la quarantaine, c'est comme si j'allais enorgueillir ma féminité qui avait été broyée par mon mari. Mais je voulais pas du sexe, je voulais juste qu'il m'embrasse, Marilyn. Pour moi, si juste il m'embrassait, je faisais une coche sur la crosse de mon revolver. Un de plus. Mais quand j'avais chauffé la machine, fallait passer à la casserole. Tu crois que je jouissais? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'attendais que ça passe. Je chantais la Traviata pour lui faire croire qu'il avait été formidable. J'étais en train de reconstruire ma propre confiance. Je n'allais pas bousiller la sienne en prime. Tu sais, j'allais dire, Coco, je tape sur l'épaule, j'ai rien senti. Non. Donc, je voulais pas du sexe. Je voulais juste qu'il me reconnaisse comme une belle femme. Ouais. Donc, la femme qui est en sevrage et qui souffre, qu'est-ce qu'elle veut? Être reconnue comme une belle femme. Elle veut surtout, dans le sexe, les bras d'un homme. Elle veut les bras d'un homme.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, elle le laisse faire sa petite affaire, vite fait, bien fait, elle fait semblant de jouir, et après, elle attend que l'homme la prenne dans ses bras, et puis passer la nuit comme ça. Bah tiens, il a déjà remonté son pantalon, il est parti. Et mais parce que c'est ce que vous avez induit, mesdames. C'est ce que vous avez induit. Ouais. Et à partir de là, eh bien, quand je vous dis qu'il y en a toujours une qui est lésée, eh bien oui, c'est parce que ce que vous vouliez, c'est les bras, il n'y en a pas. Lui, il a eu du sexe, il est parti, et c'est le message que vous lui avez envoyé. Donc attention au message que vous envoyez. Alors ça s'appelle baiser. Ça, c'est la baisse. Puis sinon, on a Brigitte, elle dit oui, mais on n'est quand même pas fait en chocolat. Là. À un moment donné, on a besoin de sexualité. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire, sauf que c'est à vous, c'est votre responsabilité. J'imagine déjà Claude, j'imagine Claude qui nous écoute, parce qu'il est tellement d'accord avec ce que je dis, là, je le vois. Vas-y, Pascal. C'est parce que vous êtes responsable de ce que vous faites, et c'est pas parce que vous avez besoin de sexualité qu'il faut faire n'importe quoi, et qu'après, vous retrouvez pantelante sur le bord du lit le matin, le gars est parti, puis vous n'avez même pas joué, vous n'avez même pas eu ses bras. C'est votre responsabilité. Bien sûr que on a besoin besoin. Oui, la libido, elle tape au plafond, ben tant mieux. Ça veut dire que vous êtes vivante. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire n'importe quoi avec n'importe qui? Ça la calme même pas. Ça la calme même pas. Là, je vous conseillerais plutôt de vous débrouiller toute seule, plutôt que de vous livrer en pâture à un type qui n'a rien à faire, qui va faire bonjour madame, au revoir madame, et qui va vous laisser comme ça. Ou tu vas à la deuxième vitesse. Parce que dans ta deuxième vitesse, c'est... À la deuxième vitesse, à ce moment-là, tu as raison, Marilyn, parfaitement. Mesdames, livrez-vous à la deuxième vitesse, donc baiser, excluez ça. Faire la sensualité. Alors là, pour faire la sensualité, c'est avoir du beau sexe entre adultes consentants sans sentiment. Alors ça, c'est un sport extrême parce que il y en a toujours un qui va être lésé. Si vous arrivez à avoir une belle relation sexuelle entre adultes consentants en ayant du plaisir tous les deux, c'est que vous êtes fondés sur le plaisir uniquement. Mais dans 2% des cas, dans 98% des cas, il y en a un qui va s'attacher à l'autre pour la pure et simple raison que l'ocytocine est une hormone que nous produisons qui débranche une partie de nos neurones. Dès que nous avons eu du sexe avec quelqu'un, on ne réfléchit plus. On est accro. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas capable de pratiquer ce sport, faites attention. Alors, si vous avez la libido qui est collée au plafond et que vous avez vraiment envie d'une relation, ok, mais choisissez. Alors, entendez-vous avec un homme une nuit, pas en vacances ou quelque chose comme ça, quelqu'un que vous ne reverrez pas, ben, entendez-vous, veillez déjà à ce qu'il vous respecte, établissez quand même des règles, on peut commencer à discuter, puis dire écoute, moi c'est juste pour une nuit, mais quand même je veux quelque chose de chouette, et puis ben, si vous voyez qu'il part dans la mauvaise direction, vous avez aussi le droit de débarquer en disant oh là là, moi là c'est pas ça que je voulais, je m'en vais, et puis c'est tout. Mais faites attention que vous mettez les pieds. Alors à ce moment-là, ça peut être une belle relation sexuelle avec du plaisir, mais ça on peut le faire quand on n'a pas les sentiments. Il y a beaucoup de personnes et surtout des femmes qui sont incapables d'avoir ce genre de relation, ni la baise, ni faire la sensualité, parce que sans aucun sentiment, elles ne sont pas capables. Et c'est très bien. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas capables. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Chacun doit se respecter. Moi là, oui, là, les one night et puis faire la sensualité, mais j'étais fondée que sur le plaisir. Moi, j'étais dans une quête du plaisir. Donc, je m'attachais pas aux hommes. C'est la raison pour laquelle eux s'attachaient à moi, parce que je te suis, tu me fuis, mais moi, là, je m'éloignais, puis ils me couraient après. J'avais pas de sentiment. Et ça, c'est un sport extrême. Je vous le rappelle, mesdames. Mais il y a moi, j'ai des très, très beaux souvenirs de ce genre de situation. Une nuit, comme ça, à l'occasion d'une soirée, quelque chose où, voilà, ça finit en sexe. Mais on s'amuse. On s'amuse. On se respecte quand même. On s'amuse, on se respecte, on a confiance. Et puis après, on se sépare le lendemain. Merci pour tout. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de refaire l'amour avec un ex? Ah bah ça, c'est du réchauffé. Ça, on va se faire, pardonnez-moi, mais on va se faire baiser et léser. Parce que si on essaie d'avoir à nouveau du sexe avec l'ex et que quand il vient chercher les gamins, et surtout s'il est avec une autre conjointe, on essaie de le prendre dans le piège, sauf que oui, il va vous rendre encore en souvenir du bon vieux temps, il va vous rendre ce service, mais il va retourner quand même avec l'autre, ou alors il va retourner quand même chez lui. Ouais. C'est pas une bonne idée non plus. Mais tu sais, comme je pense à quelqu'un, j'ai quelqu'un en tête, là, un ami à moi qui est en processus de séparation. Puis il se revoit
sais, ils se revoient comme aux 2 semaines quand, je sais pas pour trop quelle raison, mais à ce moment-là, ils font l'amour. Puis là, ben, quand elle repart, il est encore blessé, puis il a encore son deuil à refaire, puis fait que ça peut être très souffrant, ça, comme aventure. Bien sûr, mais parce que dans un cas comme ça, il y en a toujours un qui se sert de l'autre. Et celui qui se sert de l'autre, il se sert de l'autre jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Ah, c'est un Donc, trou. on est en train d'essayer d'enlever le plaster, comme vous dites, le pansement, on l'enlève poil par poil, ding, 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 au lieu de l'enlever d'un coup sec, eh ben, on l'enlève poil par poil, et ça fait vraiment mal parce qu'on entretient, la relation sexuelle entretient. Puis l'autre dit, je te préviens, c'est pas parce qu'on couche ensemble qu'on se remet ensemble, hein. Et il en profite pendant ce temps-là. Puis vous attendez, vous dites à un moment donné, oui, il va revenir, si je couche avec, il va revenir, mais il reviendra pas. C'est un leurre. C'est un leurre. Puis je t'ai entendu dire faire l'amour, pardon. On fait pas l'amour. Là, de toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y en a pas une seule qui a fait l'amour dans sa vie. Oh non? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Pascal? Et non, parce que pour faire l'amour, il faut s'aimer soi, puis il faut aimer l'autre. Donc, il faut être bien avec soi, il faut que l'autre soit bien avec lui-même et il faut qu'on soit bien ensemble. C'est extraordinaire. Faire l'amour, c'est extraordinaire. Moi, là, quand je passais 11 ans de célibat et d'abstinence pour comprendre les choses, ayant été une séductrice, j'avais pas une Pascal Piquet pour m'expliquer la vie, donc il a fallu que je remette mes idées en place toute seule. Mais pendant ces 11 ans de célibat et d'abstinence, j'ai compris ce que c'était pas l'amour parce que j'étais une séductrice. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est s'aimer soi, c'est aimer l'autre qui s'aime aussi et qui vous aime. C'est une communion. C'est extraordinaire de faire l'amour. Et ça nous emmène sur des rivages qu'on n'a jamais visités. Moi, j'étais une spécialiste de la séduction et puis une technicienne du sexe. Voilà, je le dis très franchement. Je me considérais comme une technicienne du sexe. Mon amoureux était aussi un séducteur. On a été des séducteurs chacun de notre côté. On a été trompés. On s'est rencontrés après, une fois qu'on avait réglé ça, et on s'est rendu compte qu'on est allé vers des rivages extraordinaires qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une sphère de confiance et de respect. C'est extraordinaire. Et mon amoureux, c'est le premier homme en lequel j'ai eu confiance pleinement, à 100%, qui n'était pas mon père, mon grand-père, mon cousin ou mon oncle. C'est le premier homme en lequel j'ai eu confiance. Et c'est tellement serein. Quand il y a une confiance, on peut rire pendant l'acte. S'il y en a un qui tombe du lit ou je sais pas quoi, l'autre est pas vexé. On peut se dire non, pas comme ça ou je sais pas quoi. On peut se parler. C'est un immense terrain de jeu à deux où on a une liberté totale. Et ça, c'est faire l'amour. Ouais. C'est vraiment une belle communion, faire l'amour. Et ça n'a rien à voir avec la baisse, ça n'a rien à voir avec faire la sensualité, c'est vraiment la vitesse supérieure. Et quand on est séparé, quand on vient de se séparer et qu'on se remet d'aplomb, eh bien, pensez-y, mesdames ou messieurs, c'est un bel objectif que de faire l'amour un jour. Oui, d'être aimé, d'aimer pour la première fois et faire l'amour pour la première fois, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Donc oui, je vous le dis, tout ce que vous avez vécu jusque-là, ça n'est pas de l'amour. Vraiment pas. L'amour, c'est l'opposé de ce que vous avez vécu jusque-là. Et je trouve que c'est un très bel objectif, quel que soit votre âge. C'est un très bel objectif. Moi, j'ai rencontré l'amour à 52 ans. Et ben, après 11 ans de célibat et d'abstinence. Bon, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas levée un matin en disant, allez, hop, je reste 11 ans abstinente. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Au début, les hommes, eh ben, je voulais les dépecer sur place. J'étais enragée. Après, je me suis calmée. Après, dans mon site internet subliminal, il y avait écrit en rénovation. Hein, j'étais en train de réfléchir à mes affaires. Et puis, un beau jour, au bout de 11 ans, j'ai compris ce que c'était l'amour. Et j'ai écrit Gagner au jeu des échecs amoureux alors que j'avais pas encore rencontré l'amour. Je l'ai revisité ensuite parce que j'avais rencontré l'amour et j'avais raison sur toute la ligne. Donc, je me suis enfin donné un homme pour la première fois à 52 ans. Et je lui ai dit, je te choisis. Et lui, il me disait, mais ça fait 11 ans de célibat, je veux pas griller ça, 11 ans d'abstinence, t'es vraiment sûr? Je lui dis, oui, je te choisis. C'est pas ma névrose qui a choisi cet homme. C'est mon équilibre, c'est mon bonheur, c'est moi, Pascal Piquet, qui ai choisi cet homme et lui qui m'a choisi et non pas mon déséquilibre. Parce que et je l'ai vraiment choisi et j'ai fait l'amour pour la première fois. Donc maintenant, vous êtes célibataire, eh bien, considérez-vous comme des femmes vierges. Vous êtes vierges. Ne vous jetez pas dans le lit du premier venu n'importe comment. Ou alors, choisissez un homme pour faire la sensualité. Mais vous baladez pas les seins à l'air ou les fesses à l'air parce que c'est sûr que vous allez attirer du gros sexe, là, le gros cochon, là. Eh oui, c'est ça. C'est le message que vous diffusez. Donc forcément, vous allez attirer le gros cochon. Eh ben oui. Alors que si vous y allez bien habillée, féminine et pas en découvrant tous vos attributs,
eh bien, à ce moment-là, vous allez tomber sur un homme qui va vous parler d'autre chose que de loucher sur vos seins. Et puis, peut-être que vous pourrez établir une relation pour faire la sensualité, mais attention, terrain glissant. Les amitiés avec compensation qu'on appelle quand même fuck friends, je traduirai pas en français, c'est un peu grossier. Les amis attention, ça aussi, c'est un sport dangereux et glissant. C'est un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, une des causes de rupture que je vais entendre, c'est moi, j'ai cheminé, puis lui est comme resté à la même place. On n'a pas évolué de la même façon. Fait que là, je peux supposer qu'il y a peut-être un desperado, un trou noir qui est guéri, qui décide de ne pas être en couple avec l'autre parce que soit l'autre est le desperado ou le trou noir. Fait qu'il y a une évolution. Est-ce que ça... Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une des possibilités, ça, de cheminer puis de sortir de là puis de dire, ben là, ça ne fit plus avec lui parce que, tu le disais tantôt, hein, les deux vont se compléter. Fait que quand on se rend compte que l'autre nous complète plus, c'est qu'on est ailleurs, là. Eh bien, en fait, parce que dans les débuts, une relation, c'est de l'aspirine sur un mal de dents, c'est-à-dire qu'on a peur de la solitude, c'est le mal de dents. Alors, on va prendre la première personne, c'est l'aspirine, et au fur et à mesure, les effets de l'aspirine vont s'évaporer et on va retomber dans la souffrance. Et là, soit on endure la souffrance parce qu'on est le desperado, ou soit on se dit non, c'est plus possible, je veux travailler sur moi pour comprendre ce qui m'arrive et quitter le couple. Ouais. Okay. Et dans ces cas-là, il y en a un qui vient me voir, qui me dit, moi là, j'en ai assez de cette relation, j'ai compris que j'ai un problème, je veux travailler sur moi, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'il quitte l'autre parce que sa planète s'éloigne. Et après ça, deux cas de figure, soit l'autre reste sur le bord de la route parce qu'il n'a rien compris, il veut pas travailler sur lui et mon client s'en va ou ma cliente s'en va, soit il se rend compte des progrès et des changements chez son conjoint qui fait le coaching et là il se dit moi je veux la même médecine, je veux la même chose que lui ou qu'elle et puis les deux se remettent d'aplomb. Dans ces cas-là, il y a 2% de chances qu'ils se remettent ensemble. Okay. S'ils s'aiment vraiment et qu'ils se sont perdus de vue, ils vont se remettre ensemble. Si c'est la névrose qui a fait le casting, l'équilibre, ceux que la névrose rassemble, l'équilibre les sépare. Okay. Mais c'est bien parce qu'ils vont se séparer en adultes. Ouais. Dans le cas d'une rupture où le conjoint est harcelant, il veut pas comprendre, on a l'impression que lui est vraiment dépendant affectif et qu'il n'arrive pas à penser à autre chose, qu'est-ce que tu suggères aux complices qui sont déchirés là-dedans? Là? Probablement, est-ce que vous avez été clair avec lui? Probablement qu'il sent qu'il y a encore une porte ouverte. Quand dans votre site internet subliminal, il doit être indiqué à 100% que c'est terminé. S'il y a 0,1% de doute, il va s'y infiltrer parce que vous ne serez pas capable d'être un vrai mur de briques en béton armé pour qu'il se cogne. Après, vous avez des cas d'extrême dépendance où il veut pas lâcher, même si vous avez dit non, c'est non. À ce moment-là, déjà, si vous avez été clair dans votre discours et dans vos gestes, hein, parce que des fois on est clair dans le discours mais pas dans le geste. C'est fini entre nous, mais tu pourrais venir me déboucher l'évier. C'est fini entre nous, mais tu pourrais venir me mettre mes pneus d'hiver. Donc du coup, vous vous en servez. Alors lui, il sait plus. Il vient, il repart, il vient, il repart. Attention, soyez clair, mais il faut que les gestes soient en accord avec les paroles. Des fois, c'est quand il y a des enfants dans le décor, là, tu sais, qu'on a à garder contact avec l'ex parce qu'il y a des enfants. Pour l'utiliser. Et puis, si vraiment il s'accroche, parfois, c'est mieux de passer par la police. Parce que, et c'est très difficile de passer par la police, on a du mal. C'est gênant d'appeler la police, mais parfois, c'est mieux. C'est mieux que la police s'en mêle pour dire à la personne, écoutez, ils sont là pour ça, hein, la police est là pour ça, d'aller voir la personne, que vous ayez des preuves bien sûr, hein, puis d'aller voir la personne et les policiers vont lui expliquer, écoutez, laissez madame tranquille, la prochaine fois elle pourrait porter plainte et vous pourriez avoir des ennuis. Okay. Un dernier point que je veux aborder avec toi, peut-être un avant-dernier, là, il me reste 10 minutes. La dépendance indépendante. L'indépendante dépendante. Hein? Ça, c'est le style de femme qui... Des femmes indépendantes. Les quoi? La dépendance des femmes indépendantes. Oui. C'est ça, c'est la femme qui veut pas s'engager, qui se dit mieux seule, mais la vraie... Tu sais, l'intention première, c'est qu'elle sait qu'elle est dépendante et qu'elle veut pas se reperdre. Qu'est-ce qu'on leur suggère à ces femmes-là? Parce que là, elles se privent
elle se prive de beau, elle se prive d'une belle relation avec un homme, elle se prive d'une suite, c'est comme si elles se mettent en pénitence pour pas souffrir de nouveau. Qu'est-ce que tu leur recommandes à ces femmes-là? Mais premièrement, l'être humain a été construit, conçu pour vivre en couple, Ouais. et être monogame. Ça là, c'est ma conviction profonde. Sinon, les couples heureux s'en foutent, il faut les mettre à l'hôpital psychiatrique. Donc déjà, on est fabriqué pour être en couple. À partir de là, on a le droit de pas vouloir être en couple. On a parfaitement le droit. Maintenant, il faut se demander, comme tu le soulignes, est-ce que je ne veux pas être en couple par choix, ou est-ce que je ne veux pas être en couple pour ne pas souffrir? Ouais, c'est ça. Et je dirais même que l'indépendante affective a raison, dans un premier temps, de ne pas retourner s'écorcher sur les récifs. Ah, au début, oui. C'est une période nécessaire pour moi. Moi, je pense exact. Oui. Il faut qu'elle fasse un repli stratégique, travailler sur elle, développer sa confiance et son estime, de façon à ce qu'elle puisse se remettre sur le marché des célibataires en étant confiante, en sachant choisir la bonne personne. Donc, c'est une bonne idée de faire un repli stratégique et de devenir une indépendante affective et de plus vouloir de relations, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Oui. Et puis, une fois que vous avez développé votre confiance et votre estime et que vous avez compris que c'est vous qui avez attiré les hommes qui vous ont maltraité ou les femmes qui vous ont maltraité, eh bien, quand vous allez être capable d'avoir confiance en vous et puis d'être dans le plaisir, la suite logique, c'est souvent « Ah ben tiens, je sens que j'aurais envie d'être à nouveau en couple en comprenant que les hommes que je vais attirer ne seront plus les gros cochons que j'ai attirés avant. Ouais. Ce seront des hommes respectueux et galants. Et les hommes qui nous écoutent là, ils sont respectueux et galants. Et ce sont des hommes qui ont vraiment envie d'avoir une belle vie de couple avec des femmes respectueuses aussi. Et c'est possible. Donc, l'indépendante affective, en fait, c'est pour ça que je rigole. Et Claude l'a dit tout à l'heure, c'est quoi l'autonomie? Parce que l'inverse de la dépendance affective, c'est pas l'indépendance affective. Non. C'est l'autonomie affective. Parce que l'indépendance affective, c'est que j'ai peur d'être dépendante, donc du coup, je me mets dans l'indépendance. Donc, ça clame la peur de la dépendance, d'être indépendante affective. Et en travaillant sur soi, après, mesdames, je vous promets, il y a des hommes extraordinaires, il y en a qui nous écoutent ce soir, et eux, ils se demandent où elles sont les femmes équilibrées. Mais il y a des hommes extraordinaires. Il faut aimer l'homme qui aime la femme. Moi, j'aime les hommes. J'ai des belles relations avec eux. J'aime les hommes. J'aime les hommes qui aiment les femmes. Les hommes qui n'aiment pas les femmes, ils font pas partie de ma planète. Allez vers des hommes qui aiment les femmes, vers des hommes respectueux. Mais soyez respectueuses aussi. Et si vous voulez un homme dans votre vie, soyez une femme, pas une petite fille. Parce que si vous êtes une petite fille ou une mère, vous allez encore attirer un père qui va vous dominer ou un petit garçon qu'il va falloir materner. Et si vous êtes, messieurs, un petit garçon ou un père, vous allez attirer une petite fille ou une mère. Ce qu'on veut, c'est être un homme, une femme, pour entrer en relation, le yin et le yang. Celle qui a peur, c'est la petite fille. Ben oui. Ça, donc, la femme qui a peur de s'engager ou l'homme, c'est que c'est sa petite fille qui est présente. C'est l'enfant intérieur qui est un terroriste terrorisé qu'il faut faire grandir. Il ne faut pas le chouchouter, le dorloter, le rassurer, il faut le faire grandir. Parce que sinon, il va tout le temps vous terrifier toute votre vie. On ne peut pas ni chouchouter, ni dorloter, ni rassurer quelqu'un qui est terrifié. Essayez donc. Dans les films, ils leur donnent une grande gifle pour les réveiller. On ne peut pas rassurer quelqu'un qui est terrifié. La seule façon de grandir, c'est de développer la confiance et l'estime pour être complètement adulte. Et un homme adulte veut être avec une femme adulte. Alors, un homme adulte refuse la petite fille ou la mère. Une femme adulte refuse le papa ou le petit garçon. Et mesdames, je pense que pour la plupart, vous avez eu des petits garçons. Et messieurs, probablement, vous avez eu des petites filles, des princesses. Les princesses capricieuses et les princes colériques, fini. On veut des rois et des reines, des adultes. Donc, Pascal, ce qu'on comprend, en fait, puis je recommande tout le monde à lire ton livre, là, Le syndrome de Tarzan. Actuellement, à 50% aux éditions Béliveau, il faut en profiter. Hein? Tous tes livres, le mien aussi, là, sont à 50% en ce moment chez Béliveau. Donc, ça vaut vraiment la peine de le commander sur le site Internet de Béliveau. Fait que ce que moi, je retiens, c'est que la dépendance affective, l'antidote, c'est vraiment de travailler sa confiance en soi, son estime de soi. Si tu avais 3 petits trucs à donner à ceux qui nous écoutent pour développer leur confiance et leur estime, c'est sûr, la meilleure des stratégies, c'est d'entreprendre un coaching, puis de travailler vraiment sur soi, d'aller revisiter ses valeurs, ses croyances et tout ça. Mais 3 petits trucs rapides là, pour ceux qui nous écoutent ce soir. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour travailler leur confiance? Premièrement,
prendre conscience de se respecter et surtout, on est dans la relation, hein, surtout, faites attention à votre code vestimentaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre code vestimentaire, c'est si vous êtes à moitié nu, vous allez attirer des gros cochons. Voilà. Donc, soyez prudente par rapport à votre façon de vous vêtir et votre façon de vous comporter. Soyez féminine. Mais la féminité, c'est pas un déguisement. C'est pas une choucroute sur la tête, des faux ongles jusque-là, et puis des mini-jupes, et puis des talons hauts. La féminité, c'est une attitude. Et dans le moins tu as de vêtements, peut-être que moins tu as confiance en toi parce que tu te prostitues dans la dépendance affective parce que tu as besoin d'avoir le regard, le reflet des autres. Ça peut être un signal aussi, peut-être. Ah, tu soulignes un bon point parce que être à moitié dévêtu et sauter sur l'homme, ça veut dire que je crois pas qu'il me remarquera si je lui saute pas dessus, si je lui montre pas mes seins. Oui, c'est ça. Mais je veux pas généraliser, là. Mais on caricaturise, mais n'empêche que ça gifle. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ton premier point, la tenue vestimentaire. Le deuxième, ce serait quoi? Ben pour développer la confiance, eh bien, regardez tout ce que vous êtes capable de faire au lieu de regarder ce que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, faites donc la somme de tout ce que vous êtes capable de faire, les choses les plus simples. Ouais. Ça peut être cuisiner, conduire, tenir une maison, des coups d'éclat que vous avez fait dans votre vie professionnelle. Regardez qui vous êtes parce que la confiance, c'est aussi de s'accepter tel qu'on est et de réaliser la belle personne qu'on est et non pas la personne que nos parents nous ont reflétée et que nos conjoints nous ont reflétée aussi. C'est un miroir déformant. Ouais. Et puis aussi, troisième point, amusez-vous à demander à vos amis pourquoi ils vous aiment. Ouais. Ça fait du bien ça en plus. Parce qu'on s'imagine pas, on n'a jamais demandé, on n'y a pas pensé. Ouais. Et vous leur demandez, qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Alors, parlez pas des défauts, s'il vous plaît. Pour moi, les défauts, ça n'existe pas. Il y a juste des points à améliorer. Mais demandez, qu'est-ce qui fait que tu m'apprécies? C'est important pour moi, pourrais-tu me le dire? Et vous allez voir que vous allez être très, très surpris. Et ça aussi, ça ramène à une confiance parce que, les autres me voient comme ça. Mais après, posez-vous la question, est-ce que moi, je me vois comme eux me voient? Mais oui, c'est ça. Est-ce que moi, je m'aime comme eux m'aiment? Oui, tout à fait. Pascal Piquet, alors, 2 livres que j'aime beaucoup. Alors, Gagner au jeu des échecs amoureux, le syndrome de Tarzan, Charmer ou séduire, ton autre livre que tu avais tantôt, là. Justement, ça fera l'objet d'un autre Zoom, hein, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Il y a long à dire là-dessus aussi. On met ça à l'agenda, Pascal, certainement. Alors, si les gens veulent entrer en contact avec toi, avoir du coaching, bon, ils peuvent aller te suivre sur ta page Facebook, Pascal Piquet. Et puis, pour prendre rendez-vous avec toi ou en savoir plus, il y a ton site internet. pascalpiquet.com, tout simplement, pascalpiquet.com. Et si la soirée a généré des questions que vous voulez me poser directement, allez sur ma page Facebook et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, allez-y. Quelles que soient vos questions, je suis là. Et puis, ça a été un plaisir c'était mon premier 5 à 7 en Zoom. Eh bien, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça c'était avec Marilyn. Avec Claude Quirion, j'avais plutôt passé la soirée. C'était pas un 5 à 7. Non, on était plus avancé dans la soirée. La divorcée, on a ça les samedis des 5 à 7 sur différents sujets, toujours en lien avec l'amour, la séparation, la rupture et tout ça. Là. Fait que merci infiniment, Pascal, d'avoir passé ces 2 heures-là avec nous. Ça passe vite quand même, 2 heures, hein? C'est fou. Et puis, tu sais quoi? On fera aussi des zooms sur l'avenir, sur le bonheur qui vous attend, mesdames, parce que si vous êtes en célibataire aujourd'hui, c'est que c'était pas les bons gars pour vous, et vous allez avoir devant vous, regardez devant vous, la bonne personne, un roi, quand vous serez une reine. Puis il faut y croire, parce que si on n'arrive pas à y croire, moi j'y ai cru pendant 11 ans. Ben oui, c'est ça. Mais vous n'attendrez pas 11 ans, ça c'est mon histoire. Moi, si j'avais lu les livres de Pascal Piquet, ça m'aurait pris moins de temps. Pascal Piquet, on veut pas 11 ans. D'ailleurs, il y en a qui l'ont écrit. Mon Dieu, fais-moi pas attendre 11 ans. J'avais pas une Pascal Piquet sur Zoom pour m'expliquer la vie. C'est ça. Hey, merci infiniment, Pascal. Fait que redis ton adresse de site Internet juste en terminant. C'est pascalpiquet.com, www.pascalpiquet avec un T, pascalpiquet.com. Merci infiniment à toi. Merci aussi aux nombreuses complices qui ont été là. On a eu beaucoup de commentaires. On va aller vous relire. Toi aussi, Pascal, sur la page de la divorcée, je t'invite à aller lire et à aller répondre aux commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'en vois 147, mais je sais qu'il y en a plus que ça. Donc, c'est ça, c'est tout. Je suis pas sûre d'y avoir accès parce que mon Facebook est brinque-ballant. Je suis pas sûre d'avoir accès à ta page pour pouvoir répondre. Je ferai ce que je peux. Si c'est possible, je le fais.
C'est bon. Mais si je ne me manifeste pas sur ta page, c'est simplement que je suis encore coincée. C'est bien correct. Puis de toute façon, on va se reprendre avec Charmer ou Séduire. Donc, on va en refaire un autre, promis pour les complices. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Merci Pascal. Bye bye tout le monde.